le monde s'en fiche que t'aies fait l'ESSEC, quoi, tu vois. Et c'est encore plus exacerbé à Londres, où les gens savent même pas ce que c'est que le top 5 des écoles de commerce françaises, quoi. Premier jour, tu vois, t'arrives dans une salle de marché qui est immense, qui fait la taille de plusieurs stades de foot, et t'es juste un mec, tu vois, devant un écran. Comment t'as trouvé ton stage chez Nomura? Le truc le plus dur pour les stages en finance, c'est le premier. J'aurais jamais imaginé que ça aurait été ça le métier d'un sales. T'organises des dîners, t'organises des conférences dans plein d'hôtels différents à Paris. Mon impression, quand j'étais stagiaire, c'est qu'il fallait toujours avoir un truc prêt après. En fait, c'est pas forcément le cas. D'ailleurs, les gens que je connais qui font des trucs super intéressants, souvent on paie du temps de réflexion, tu vois. À force de vouloir rester dans le prestige, on est en 2025, il y a tellement de choses à faire que je sais pas si le prestige c'est genre le facteur number one. Maximum, c'est du 150 000 ou tu peux même aller au-delà. Et là, on parle de banque, tu vois. Ouais, bien les hedge sûr. funds, c'est un autre monde. C'est fou à quel point un stage peut littéralement changer la trajectoire de ta carrière. Moi, je pense que c'est le plus important. Salut les amis, c'est Kémil. On est évidemment avec Boris. Salut. Et notre invité du jour, Max. Salut. Enchanté, mec. les gars. Ravi de te recevoir aujourd'hui. Beaucoup de gens qui nous ont demandé d'avoir un profil finance de marché, donc là ils seront servis pour le coup. Petit rappel pour ceux qui connaissent pas le média, malgré que ce soit la 3e saison. Donc le Trade Talk, pour ceux qui connaissent pas encore, c'est un podcast sur lequel on reçoit des alumni d'écoles de commerce ou parcours équivalent. Vous verrez pourquoi je dis ça. Qui ont un parcours assez prestigieux dans des boîtes prisées, qui occupent des postes aussi très recherchés par les étudiants en sortie d'école ou quelques années après. Donc Max, tu vas nous parler un petit peu de ce que tu fais, mais justement, on va pouvoir aller creuser dans ton métier, comment tu as atterri en finance de marché, les tips que tu as à donner aux étudiants, aux jeunes diplômés, et aussi peut-être les erreurs, les faux pas qu'il faut éviter. Donc ça va être intéressant de creuser tout ça. Alors on va te laisser te présenter, mais juste avant ça, merci encore pour les likes, pour les abonnés, pour les commentaires, pour vos réponses en story Insta. N'hésitez pas à aller nous follow sur Insta aussi. Nous follow forcément sur la chaîne YouTube si c'est pas encore le cas. Et puis on va continuer de vous apporter un maximum de personnes intéressantes, maximum de valeur. Tout ça c'est pour vous. Présente-toi Max, allez. Donc, salut les gars, je bosse du coup en finance de marché depuis 5 ans maintenant. J'ai d'abord travaillé en banque et maintenant je bosse dans une boîte qui fait du trading de matières premières. Et lorsqu'on a commencé à parler ensemble, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de présenter un profil qui est un profil entre finance de marché et matières premières. Parce que je vois beaucoup de jobs de matières premières à Londres où j'habite et où je travaille. Et je trouve qu'il y a moins de culture des matières premières en France. Donc je me suis dit que ça pourrait avoir du sens. Moi je connaissais pas du tout. Enfin je suppute que ça existe, mais... Ouais. Je connaissais, j'avais tenté une formation trading à l'époque. Forex, matières premières. Kémil a failli être un influenceur trading, copy trading, arnaqueur, mais malheureusement... J'allais lancer un canal Telegram, tous vous arnaquer. Ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Vous avez, on a échappé de peu. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Il a raison, voilà. Peut-être que Max... Non. Vous verrez le lien en description à la fin de ce podcast. Si vous voyez juste après ça une pub de Max qui est à Dubaï avec une piscine derrière lui, et je vais pas finir cette phrase. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours vraiment synthétiquement, tu vois, pour pouvoir avoir une overview avant de plonger dedans sur les études que tu as fait, tes premiers stages, premiers jobs? Bien sûr. Synthétiquement, j'ai fait 2 écoles. Donc j'ai fait l'ESILF, qui est une école d'ingénieur, où j'ai fait une spécialisation en finance de marché et finance quantitative. Et j'ai fait un master de finance quantitative à Dauphine, qui a un nom très long. Mais on le veut. Alors, master d'ingénierie économique et financière, qui s'appelle le master 272. Parce qu'il y a des numéros chelous à Dauphine pour tous les masters. J'ai toujours du mal à le dire, 272. Et j'ai fait du coup j'ai eu des premières expériences en banque. Que j'ai fait un stage à BNP, ensuite j'ai fait une alternance à BNP. J'ai fait du coup ensuite un stage à Jefferies, un stage à Nomura. Et ensuite, je suis entré du coup dans le monde des matières premières avec un premier full-time en tant que trader commo à Rabobank. C'était à Londres, ça? C'était à Londres, en effet. Et du coup, après cette expérience, j'ai rejoint l'entreprise où je travaille actuellement, qui s'appelle CFP Energy, qui est une entreprise de trading de matières premières, avec, on va dire, un focus sur l'énergie, comme le nom de l'entreprise l'indique. Donc voilà, ça c'est mon parcours de manière synthétique. Gros parcours. Ouais, et peut-être que tu peux nous dire, parce que là on va rentrer dans ton parcours, on va aller creuser, ça arrivera peut-être pas tout de suite dans le podcast, ce que tu fais actuellement concrètement. Est-ce que tu pourrais nous résumer en une petite phrase ce que c'est le trading de matières premières dans un premier temps, et dans un second temps, ton métier actuel en une phrase, en gros, ce que tu fais? Bien sûr. Alors les matières premières... on va dire que tu as 2 grandes classes. Tu as ce qu'on appelle les hard commo et les soft commo. Les soft commo, on va dire, c'est les matières premières liées au monde agricole. Donc tu peux avoir du cacao, tu peux avoir du blé, du café.
Et dans les hard commos, tu as les métaux Ok. qu'on divise. Donc, il y a les métaux précieux, l'or par exemple. Il y a ce qu'on appelle les base metals, donc les métaux avec un peu moins de valeur. Et tu as aussi l'énergie, donc le gaz, l'électricité. Et tout ça, du coup, ça se vend et ça s'achète. Et c'est ça, en fait, le trading de matières premières, tout simplement. Ok. La vente et l'achat de matières premières. Et tu peux vendre et acheter les matières premières physiques et du coup les livrer. Donc, si toi et moi, on fait du trading physique d'or, il va y avoir une livraison d'or derrière, après qu'on ait fait notre deal. Ok. Et tu as aussi ce qu'on appelle du trading financier. Donc, en fait, tu vas juste faire des deals sur des matières premières, mais il n'y aura pas la livraison de la matière première, mais il y aura juste des échanges de flux financiers qui correspondront à la variation de la valeur de la matière première. Donc ça, en quelques mots, c'est le trading des matières premières. Et moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne des entreprises françaises qui ont besoin de gérer une exposition aux matières premières. Ok, d'accord. Et 1000 questions. Ouais, vraiment. Première petite question, et ce sera sûrement peut-être des questions bêtes, hein, mais il n'y a pas de questions bêtes ici. Du coup, ce qui justifie le côté trading sur les matières premières, c'est que sur le marché, les prix fluctuent en fonction de différents événements, de la quantité peut-être en circulation, des choses comme ça. Exactement. Et donc, les gens qui vont trader ça, donc d'un point de vue financier, ce sont des gens qui vont peut-être essayer de prendre des positions selon le prix de ces différentes matières premières. Exactement. Donc, c'est comme tous les métiers en finance. Tu peux avoir un poste, par exemple le poste de trader, et en fait ce poste il a 50 réalités différentes, parce qu'il y a des traders dont le job en fait c'est de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs, il y en a dont le job c'est de prendre des positions et de prendre des vues sur les marchés, mais effectivement les matières premières du coup ont un prix qui varie en fonction d'un certain nombre de facteurs, soit géopolitiques, économiques, et tu as des personnes dont le métier c'est de s'asseoir, de regarder de la data et de se dire vu que la Fed va augmenter les taux ou baisser les taux, ou vu que la géopolitique a l'air d'être plutôt comme ci ou comme ça, je pense que ça va monter ou descendre, et du coup, je prends une vue. Ça va plutôt être des gens dans des hedge funds, généralement. Ok, et donc le côté sales, c'est que là, par exemple, vous allez être plus missionné par des entreprises et pour acheter tant de quantité de telle matière, ou comment ça se passe? Exactement. Donc, par exemple, je vais te donner un exemple simple. Imagine une grosse entreprise industrielle européenne, par exemple. Il faut qu'elle achète du coup beaucoup de diesel par exemple pour faire tourner ses activités. Et du coup cet achat de diesel il représente une dépense importante dans ses comptes financiers, et généralement elle va vouloir fixer ce coût à l'avance pour pouvoir garantir le produit, pour pouvoir garantir une stabilité dans le produit qu'elle vend. Et du coup elle va s'assurer par rapport aux variations du prix du diesel par exemple via des contrats financiers sur matières premières. Et c'est pour ça que, du coup, tu as des entreprises de trading spécialisées qui vont accompagner des entreprises dans leur gestion d'exposition aux matières premières. Ok, c'est intéressant parce que, tu vois, c'est vrai que quand on y pense, il y a plein de produits agricoles, des métaux, tout ça. Et ouais, il y a des gens qui les achètent, en fait. Ouais, mais t'as ce truc de dire, c'est évident et logique qu'on trade des actions en bourse sur des entreprises, beaucoup moins du coup sur des matières premières, parce que t'as pas ce côté valorisation comme une entreprise, c'est un peu différent, c'est plus un prix qui est fixé sur le marché, etc. Enfin, tu me diras, la valorisation c'est la même chose pour une action, mais du coup c'est un peu moins intuitif effectivement. J'ai des petites questions à la con, mais sur le marché, c'est quoi les matières premières qui sont les plus volatiles? L'oil, donc c'est assez volatile parce que ça tu vois, ça réagit beaucoup à la géopolitique, parce que c'est une matière première qui circule et qui va vraiment dépendre aussi bien de ce qui se passe au Moyen-Orient que ce qui se passe aux États-Unis. Donc l'oil par exemple c'est volatile. Les choses qui sont plus ciblées, tu vois, les choses qui vont être produites dans un pays et revendues dans ce même pays vont être moins exposées du coup à la géopolitique globale et du coup être un peu moins volatiles. Est-ce qu'il y a une matière, désolé j'enchaîne, mais est-ce qu'il y a une matière en question qui t'a surprise ou que tu t'attendais pas à avoir dans ton scope ou Franchement, par exemple, le gaz c'est intéressant, tu vois. C'est une matière première qui est utilisée pour faire beaucoup de choses différentes. Et moi, ma réaction, quand j'ai vu que ça se vendait et que ça s'achetait
Bah, c'était un peu la réaction que vous venez d'avoir, c'est fou, quoi. Moi, je pense au gaz, je pense à ce qui circule dans les tuyaux chez moi. Et en fait, non, il y a des gens qui gèrent en fait toute la circulation. Et ça, c'est assez intéressant. Ok. C'est-à-dire que tu t'es formé, tu as appris sur les matières premières, enfin, sur comment elles fonctionnent, comment le côté géopolitique aussi, forcément. Tu t'es formé sur ça tout seul? C'est des cours que tu as eus? J'ai eu... alors, j'ai fait du coup un master à Dauphine. Ouais. Je crois qu'on a eu un cours sur les matières premières. Et ensuite, le reste, c'est comme tout, t'apprends sur le job. Hein. Okay. Je pense que on a tous passé quelques années après l'école. Ouais. Et en vrai, l'apprentissage, je trouve, le plus efficace, c'est celui que as sur le job, quoi. Ouais, idem pour les stages. Hein. Ouais, pour les stages, pour tout. Bon, bah, on va voir dans ton parcours qu'est-ce qui t'a amené vers ça, parce que c'est pas nécessairement commun. Peut-être avant ça, Rituel. notre le petite fameux, cuisine, quand même. Il le a pas petit disparu. vrai ou faux. Ce qui va être intéressant, c'est de voir, parce que toi, tu as été du côté trading et ensuite du côté sales. Exactement. Donc ça va être intéressant de voir la différence. On l'a plus axé trading que sales un peu, mais c'est général aussi. Ouais. T'es maître du joker. Oui, on va lui mettre un petit joker. Allez, un petit Max. Sur combien de questions? 200. Tu vois, Yada, ça va, t'inquiète. Ça va le faire. Ça va, t'inquiète. T'as pas le droit de savoir. Le nombre de questions, c'est t'inquiète pas. Allez. Dis-moi. Ok, dis-moi. T'es prêt? On est bon? Ok. Si tu veux travailler dans le trading, Dauphine ouvre plus de portes que n'importe quelle autre école de commerce française. Vrai. Goldman Sachs, Rothschild, Morgan Stanley, tu oublies si t'as fait Dauphine. Faux. Dans une carrière, les 2 critères de réussite sont le prestige et le salaire. Faux. On achète son diplôme à Dauphine. Faux. Parce que j'ai l'habitude de dire en école de commerce, ça n'a pas mal qui répondent oui, c'est pas moi qui fais les réponses des gens. Et faire que des choix de prestige dans ta carrière, ça peut en réalité tuer ta carrière. Vrai. Un trader commence sa journée à 7h du mat. Vrai. Dans beaucoup de cas. Un sales commodity commence sa journée à 7h du mat. Vrai dans beaucoup de cas, ça dépend. Dans le trading, une erreur peut coûter plusieurs millions. Ouais. Un trader travaille plus de 60 heures par semaine. Faux. Ça dépend, mais généralement, tu as des journées de 10 heures assez compactes. Ok. Et donc voilà, tu vas être actif sur les marchés, généralement 10 heures par jour. Après, si on compte aussi peut-être les déjeuners clients, la lecture des marchés qui va être fait, tu vois, peut-être le soir ou le week-end, alors on peut arriver aux 60 heures. Mais généralement, le job en salle de marché, c'est 10 heures par jour, compact, tu vois. Donc, Ok. Un sales commodity gagne plus de 60 000 euros par an en sortie d'école. ça dépend. 80 000 euros par an. Pareil, ça dépend. Compliqué à dire. Je pense que... Non, mais ok. On va dire ça comme ça. Un sales qui commence en banque à la sortie d'école gagne plus que les montants que tu as donnés. Ok. Et tu peux être sales de matières premières en banque. Donc, tu peux gagner plus que les montants que tu as donnés. Quand même que 80. Voilà. Plus que 100 en sortie d'école. Les chiffres sont publics pour les salaires de banque. Ouais. Tu vois, mais en gros, un base en banque à Paris, si tu es sales en salle de marché, ça va être, je sais pas, 80, 85, sans bonus. Donc voilà, si t'es sales, t'arrives rapidement aux chiffres que t'as donné. Ok. Impossible pour un trader d'entretenir une relation amoureuse. Faux. Ok. Un trader, maintenant, gagne plus de 80K par an en sortie d'école. Très volatile. Mais généralement, si tu commences en banque, t'auras une stabilité par rapport à ton salaire. D'accord. Si tu commences dans une plus petite entreprise en finance de marché, t'as plus de volatilité. Les bonus dans le trading peuvent dépasser ton salaire fixe. Vrai. Ok. Les meilleures opportunités de carrière en trading se trouvent en Angleterre, au Royaume-Uni, pas à Paris. Les places principales pour la matière première, pour le trading de matière première, ça va être Londres et la Suisse. Tu vois. Ok. On parle beaucoup de Zouk, on parle beaucoup de Genève. Et il y a aussi le Moyen-Orient, tu vois, qui est intéressant. Donc, Paris n'est pas la place financière principale. Londres a beaucoup de jobs en trading de commo. Mais tu as aussi, tu vois, la Suisse, par exemple. Donc, je sais pas si on peut dire que Londres, c'est la place principale. Mais c'est une des places principales. Ok. Complètement aparté dans le vrai ou faux. Tu penses quoi dernièrement des grosses banques US qui viennent sur Paris en tant que nouvelle place potentiellement financière et tout? Je pense que c'est super pour les gens qui étudient ici. Ouais. Je pense que c'est vraiment une bonne chose pour l'économie française et juste pour les jeunes étudiants et les jeunes actifs. Parce que si tu peux bosser en banque à Paris, tu es dans une situation qui peut être assez enviable. Parce que souvent, par exemple, les banques américaines qui bougent à Paris vont offrir les mêmes salaires entre Londres et Paris. Sauf qu'à Paris, tu as un coût de la vie qui est quand même
moins élevés. Donc voilà, je pense que c'est une bonne opportunité pour les étudiants d'écoles de commerce, d'ingénieurs qui veulent faire de la finance. Et voilà. Je me demandais, est-ce que, vu que tu es dans ce milieu-là, est-ce que tu avais un avis, ça peut ne pas être le cas, hein, mais sur justement cette nouvelle un peu mouvance qu'on a vu des actus dernièrement, ça c'est Goldman Sachs par exemple qui est... Il y a Goldman Sachs, JP Morgan, qui a accéléré la place qu'elle accordait à la France, on va dire, qui a agrandi la place qu'elle avait à la France, notamment depuis le Brexit, parce que du coup, il fallait bien retrouver une capitale européenne. Et JP Morgan a fait ses plus gros chiffres en France, 2 fois plus qu'en Allemagne. Et du coup, ils recrutent beaucoup plus, ils ont ouvert des nouveaux bureaux, etc. Je pense que c'est super pour les financiers français. De manière générale, donc moi je vis à Londres depuis 2 ans maintenant. On voit quand même qu'il y a une mouvance, quoi, un petit mouvement de départ de Londres. Les gens quittent Londres et vont par exemple au Moyen-Orient. Je ne sais pas si ce départ qu'on voit en masse, c'est vraiment propre à la finance. Je ne sais pas si c'est propre au débat Londres versus Paris. Mais je pense que c'est quand même quelque chose d'assez général. Les gens ont tendance à quitter le UK quand même. Si vous avez des avis en commentaire là-dessus ou des infos, on ne sait jamais, n'hésitez pas. Donc alors, je continue. Si tu n'aimes pas les maths, c'est pas fait pour toi la finance des marchés. Faux. Je connais des gens qui ont fait des bachelors de géographie et qui sont traders. Les Anglais sont beaucoup plus ouverts, je trouve, par rapport au recrutement. Donc, si tu as fait un bachelor de philosophie ou un bachelor, je sais pas, de littérature anglaise, tu peux faire beaucoup de jobs pour lesquels en France on dirait mais non, c'est pas possible, il faut un background de maths. Donc en France, je dirais que c'est très bien d'avoir fait des maths. En Angleterre, les gens sont un peu plus flexibles. Ok, intéressant. Les traders crament leur santé bien avant de devenir millionnaires, en réalité. Peut être vrai. C'est des jobs stressants. Ouais, ok, ça on y reviendra. Mais je connais beaucoup de gens qui font ça depuis 20 ans et qui ont un super équilibre de vie. Donc voilà. Ok. Le meilleur métier en finance de marché, c'est pas trader, c'est sales. Pour mon cas, je trouve que c'est super sympa d'être sales. Donc c'est vrai. Mais je pense que le métier de trader est comme celui qui fait rêver beaucoup de gens qui veulent aller en finance de marché. Comme je pense qu'en finance d'entreprise, tu vois, les gens sont intéressés par le M&A particulièrement. Tu vois. Donc en finance de marché, le job de trader, c'est un peu le job qui fait rêver les étudiants. Et dernière petite question, l'IA menace très clairement le métier de trader aujourd'hui. En tout cas dans les années à venir. Je pense que les deux vont se compléter. Donc, tu as beaucoup de personnes en hedge fund qui utilisent de l'intelligence artificielle pour essayer de faire des stratégies qui vont générer de l'argent, peu importe les mouvements de marché. Donc, par exemple, si tu es en hedge fund, le but, c'est de générer de l'argent sur les marchés financiers, peu importe le mouvement général des marchés. Donc, l'idée, c'est pas de gagner de l'argent lorsque les marchés montent et d'en perdre lorsque les marchés baissent. L'idée, c'est de toujours faire de l'argent que les marchés montent ou baissent. Pour ce type de stratégie, l'IA est utilisée, tu vois. Donc, en vrai, les chercheurs d'IA travaillent en étroite collaboration avec les traders. D'accord. Pour ce qu'on appelle le trading physique, par exemple, tu vas avoir besoin de gens pour bouger genre un métal d'un point A à un point B et gérer la partie opération. Donc ouais, il y a un phénomène d'automatisation et il y a beaucoup moins de gens sur certains desks dans des salles de finance de marché. Mais de manière générale, tu auras toujours besoin d'un humain pour avoir une relation. Tu auras toujours besoin d'un humain pour gérer la logistique du déplacement d'un actif financier comme une matière première. Et donc voilà. Ouais, ce que je me demandais, c'est est-ce qu'au niveau du métier en lui-même, ça l'a déjà transformé au point, comme tu me dis, qu'il y a déjà moins de traders en salle de marché. Est-ce que... Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ce que je vous ai dit sur le fait qu'il y ait des traders qui font des super carrières de 20 ans, 30 ans, avec des backgrounds pas très mathématiques, on va dire. Souvent, c'est des gens qui sont entrés sur le marché financier il y a 20, 30 ans. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux gens qui entrent en salle de marché, surtout côté trading, c'est d'avoir un vrai background en maths, computer science. Donc voilà, souvent on va vouloir, si on est en France, on va vouloir soit des ingénieurs, soit des gens qui ont fait prépa, école de commerce, et puis qui ont fait peut-être des maths à côté. Donc ouais, le métier change, mais tu vois, les personnes qui sont là depuis 20-30 ans,
ont juste beaucoup d'expérience et beaucoup de contacts, donc elles restent, tu vois. Mais D'accord. tout ce qu'on demande aux nouveaux arrivants, c'est Ouais, de c'est- savoir programmer, de savoir gérer beaucoup de data, tu vois. Donc voilà. D'accord. Et est-ce que toi, même dans ton métier de sales actuellement, tu as vu vraiment un gap, que ce soit au niveau de productivité, que ce soit au niveau de transformation avec l'arrivée de l'IA? Par exemple, lorsque tu communiques, genre ChatGPT, c'est utile pour s'assurer, tu vois, c'est tout bête, hein, mais de s'assurer que le mail a pas de faute d'orthographe. Il y a vraiment des choses bêtes, mais Copilot, ça aide à s'assurer que les bons fichiers sont dans les bons dossiers. Donc ouais, il y a un gain de productivité ouf avec des outils très simples. Avec ChatGPT et Copilot, tu peux être beaucoup plus efficace. Donc ouais. Ok. J'avais une question Vas-y. par rapport au tout début du vrai ou faux, Mm. où du coup il t'a posé une question en te demandant si une erreur d'un trader peut faire perdre plusieurs millions. Tu as répondu que oui. Mm. Est-ce que du coup c'est grave de faire une erreur qui fait perdre plusieurs millions pour un trader? Si c'est la première erreur, je pense que c'est moins grave que si c'est la deuxième ou la troisième ou la quatrième. Ok. C'est sûrement le seul métier où tu peux faire perdre des millions à ta boîte et c'est pas si grave, quoi. Ouais. Tu peux te rattraper derrière. Tu peux te rattraper derrière. Ouais. Ça dépend de plein de facteurs, tu vois. Mm. Est-ce que tu as rapporté 10 et puis tu viens de perdre 1 Ouais. Est-ce que c'est la première fois que tu fais ça en 15 ans de métier Mm. ou est-ce que c'est ton premier jour sur le Coup c'est ton dur. premier jour sur le job et tu fais perdre Ouais. une grosse somme d'argent à toute la boîte? Ouais. Ça dépend. Mais généralement, on va dire que tu peux faire une erreur, quoi. Ouais. T'en as déjà fait, toi? D'erreur qui a coûté non. Ok. Déjà tu vois, genre mal sauver un fichier, je devais le sauver dans un dossier et puis finalement j'ai sauvé dans l'autre. Ouais. Mais ça n'a pas été des erreurs qui ont coûté de l'argent, Ouais. tu vois, heureusement. Et puis maintenant il y a Copilot. Donc c'est Et bon. maintenant il y a Copilot. Et puis je pense que c'est quand même compris dans le métier, dans les attentes en elles-mêmes. La boîte s'attend à ce qu'il y ait des pertes, il y ait des gains. Mm. C'est un peu comme si tu investis, genre, j'ai oublié le terme, mais dans les startups, genre, si t'es En ici, VC, ouais, t'investis dans plusieurs startups et Mm. tout. Tu peux faire des erreurs, mais tu sais que l'important c'est d'avoir C'est spray and pray. un truc. Ouais, j'avais Ouais. pas le. Mais, ouais, mais après, je pense qu'il y a perte et perte. Il y a la Mm. perte normale si t'as fait une dinguerie, ouais, et il y a la perte erreur, quoi. En fait, ouais, tu vois, il y a plein de jobs différents de traders. Tu vois, Mm. le trader de banque, qui est du coup une activité que je connais. Il y a le trader. Est-ce que tu peux me faire la différence, Ouais, peut-être, bien sûr. pardon, je te coupe, entre le trader de banque, enfin, je pense qu'ils sont les deux principaux Ouais. dans le secteur financier, trader de banque et trader en hedge fund, j'imagine. Ouais. Le trader de banque, son rôle, enfin, il a plein de rôles différents, mais Mhm. le rôle principal, c'est de fournir de la liquidité sur les marchés financiers. Ok. Donc, tu travailles sur une classe d'actifs, peu importe, tu vois, ça peut être des actions par Mhm. exemple, et ton but, c'est de fournir de la liquidité aux personnes qui veulent acheter ou qui veulent vendre cet actif. Donc, tu leur fais un prêt, c'est quoi ça? Non, c'est que Non. toi, par exemple, tu vois, on va dire, je sais n'importe quoi, il y a une action, Ouais. de l'entreprise X. Mhm. Non, je vais pas dire X parce que X, pour les Google, c'est une On plateforme. peut plus. Z. Ouais, ok, donc exactement. Tu as l'entreprise A qui a une action, tu Ouais. vois. Toi, tu es trader en banque. Il y a des gens toute la journée qui viennent te voir et disent c'est quoi le prix que tu fais pour l'action de l'entreprise A. Ok. Et toi, ton job, c'est de toujours donner un prix à ces gens qui veulent acheter ou qui veulent vendre. Ok. Et du coup, tu gardes aussi un petit stock de ces actions A. Et en fait, des fois, tu vas être amené à dire, par exemple, demain, je pense que plein de gens vont vouloir acheter l'action A Mhm. parce que le CEO va parler et je pense que son discours va créer un vent d'optimisme chez les investisseurs. Et du coup, peut-être que tu peux acheter un peu en avance. Ok. Tu vois, donc Donc, tu vas avoir un stock d'actions pour pouvoir le revendre à ceux qui le veulent, en gros. ça peut être quelque chose qui peut Ouais. arriver, tu vois. Mais Ok. ton job, c'est de toujours fournir des prix aux personnes qui veulent acheter et vendre un actif. Mhm. Et des fois, tu peux être amené à toi-même avoir une exposition à cet actif Mhm. dans le cadre de ton activité de fourniture de liquidité sur cet actif, mais c'est pas ton job principal, tu vois. Mhm. Alors que le trader en hedge fund, on lui donne de l'argent, on lui dit voilà, tu as de l'argent, investis-le. Ouais. Et donc, le trader auquel on donne de l'argent, on lui dit bah, tiens, prends cet argent et investis-le. Si on sait qu'il va devoir investir sur un actif super volatile qui monte et qui descend et qui perd beaucoup d'argent, bah, à la limite, c'est un peu attendu, quoi. Tu vois, tu donnes de l'argent à quelqu'un et tu lui dis fais de l'argent avec cet argent, mais tu sais que c'est très risqué. Bon, bah,
tu savais un peu dans quoi t'allais, quoi, tu vois. Ok. Donc voilà. Peut-être on peut on peut revenir un peu aux origines. Ok. Qui est Max à l'origine? Alors, ce serait intéressant que tu nous dises assez rapidement d'où tu viens, c'était quoi un peu ton contexte familial, etc. Alors, j'ai grandi à Paris. Tu vois, juste là, on tourne cette vidéo dans le 9e, tu vois, et j'ai grandi ici. Ok. Mes deux parents ont fait la fac. Tu vois, ils aimaient les études. Les Mhm. études, c'était important. Il y avait une culture de la culture, c'était bien de lire, tu vois, mais il n'y avait pas la culture, tu vois, de la prépa, de la grande école, tu vois. Genre, j'étais le premier à, on va dire, aller vers un cursus école d'ingé, école de commerce. T'as des frères et sœurs? J'ai un demi-frère qui a 13 ans Ok. plus que moi, Ok. qui a fait la fac, lui. Ok. Et tes Euh, parents, ils font quoi maintenant? alors, mon père était architecte. Il est à la retraite maintenant. Ouais. Il était architecte et ma mère travaille dans les assurances. Ok. Voilà. Et donc, tu vois, il y avait une culture des études, de la lecture. Il fallait avoir des bonnes notes, tu vois. Mhm. Mais le système un peu d'éducation supérieure, enfin de formation supérieure, Mhm. je l'ai un peu découvert un peu plus tout seul. Donc voilà, je suis allé au lycée Chaptal à Paris, qui est un lycée qui a des prépas. Et en fait, du coup, on était assez, comment dirais-je, informés par rapport aux différents cursus qu'il y avait après le bac. Et moi, je me voyais pas trop faire prépa. Ouais. Plein de raisons différentes, mais j'avais les gens de prépa qui étaient juste à côté de moi à la bibliothèque du lycée. Et ils avaient pas l'air super. Ils avaient pas l'air heureux. Ils avaient pas l'air super en forme, tu vois. Ouais. Et la médecine, ça m'intéressait un peu, tu vois. Genre, ça m'attirait. Donc, j'ai fait 1 an de PACES. Au bout de l'année de PACES, je me suis dit. Qu'est-ce qui t'avait attiré Ouais. de base en médecine? Que c'est un beau métier, tu vois. Ouais. C'est un métier Mhm. utile. Ça, c'est scientifique. J'aimais bien les sciences. Voilà, tu vois. Ok. Mais après, tu sais, il y a une chose en trouver que le métier est beau Ouais. et Ouais. avoir ta main dans le Ouais. cambouis pendant 50 ans, tu vois. Du coup, ouais, j'ai fait 1 an de PACES. La conclusion n'a pas été trop concluante. Tu sais pas ce que tu voulais trop faire au lycée? Non, je savais pas trop. C'était quel type de jeunes, d'élèves, De tout. D'adolescent. d'adolescents? Ouais. Quel C'est type de le terme personne que je cherchais, ouais. J'aimais bien la connaissance, genre j'aimais beaucoup, beaucoup lire. Mais tu vois, comment dirais-je? Genre, j'aimais bien, tu vois, m'intéresser à des trucs de mon côté, mais j'avais du mal des fois à me concentrer sur les cours en soi. Ce qui était imposé. Ouais, Bon, tu ouais. vois. Ah, tu préférais choisir quelle connaissance aller engranger plutôt qu'on te dise c'est ça que tu dois apprendre C'est alors ça. que ça t'intéresse peut-être pas. C'est ça, tu vois. Et donc, il y avait ça, j'aimais bien. J'étais assez compétitif, j'ai fait pas mal de foot, j'ai fait un peu de volley. Je fais pas mal de sport, pas forcément genre, tu vois, en étant champion de France, mais j'aimais bien le côté compétition. Donc, Ok. un peu rêveur, tu vois, et un peu compétiteur aussi, tu Mais vois. t'avais pas de target précise, quoi, à l'époque. Non, je savais juste que j'aimais bien les sciences, tu vois. Ok. Et vers, je sais pas, genre 16-17 ans, je trouvais que le business, c'était intéressant, tu vois. Ok. Mais- C'est souvent comme ça que ça Ouais. commence. C'est business et on sait pas trop ce que ça Ouais. veut dire. Tu vois, Et t'avais déjà le métier trader, enfin, ça, pas du tout. t'avais déjà, Mais non? vraiment, j'avais zéro idée. Genre, juste, je savais que j'aimais bien, tu vois, j'aimais bien la connaissance, donc je me voyais faire des études un peu longues. Je savais que j'aimais bien les maths, tu vois, sans me voir, tu sais, faire MPSI, MP. Ouais. Je savais que j'aimais bien ça. Et le business, ça avait l'air intéressant, tu vois. Ok. Tu Donc, vois, tout à l'heure, t'as dit, t'as donné plusieurs facteurs de qu'est-ce qui intéresse les gens dans le trading et tout. Je trouve qu'il y a une sorte de, surtout quand t'es au lycée, de narrative là-dessus, de genre de grande vérité générale qu'on dit, c'est-à-dire que trader, tu vas gagner beaucoup d'argent et c'est hyper stressant. Moi, c'est le truc que j'avais. Il y en avait un, moi, dans ma classe qui voulait faire ça. Et c'est parce qu'aussi, il a été matrixé par le loup de Wall Street, on connaît. C'est ça qui joue aussi. Ouais, il y a toute cette espèce d'imaginaire de trader égale argent et aussi beaucoup de stress et Ça coke aussi. Pas de... Alors, tu nous diras pour ça plus tard, c'est pas grave. Je me dédouane de la dernière. J'allais dire, ça sort pas totalement de nulle part, sauf peut-être la dernière. Ça, j'en sais rien. Mais Je tout le ne sais reste, pas. sur le côté argent et tout, on plongera dedans. Mais quand tu regardes les salaires qui sont assez publics, tu vois rapidement que ce qui fait gonfler Aussi. les salaires annoncés par les écoles, c'est pas le marketing, quoi. Ouais. C'est vrai. C'est pas faux. Donc, après la PACES, Ouais. tu vas à Dauphine? Non, je vais aller Sylve. Ah, et Sylve, ok. Je vais aller T'as Sylve. rien suivi, Boris.
Il est tard, ok. Il Ouais. est au moins 14h30. Ouais. Allez. Et j'ai donné beaucoup de mots différents aussi. Du coup, les cibles, tu peux expliquer un petit peu Ouais. ce que c'est, qu'est-ce qui t'a orienté vers ça? Ouais, et en plus, je trouve que c'est vraiment une bonne formation, donc je suis Ok. content d'en parler. Les Cils, c'est une école d'ingé post-bac. D'accord. Donc, c'est une école qui est du coup accessible après le bac et qui est aussi accessible après la prépa. C'est une école d'ingé généraliste, donc tu peux vraiment étudier pas mal de choses différentes. Tu as une spécialisation en finance, tu as une spécialisation en data science, tu as une spécialisation en IA, tu as des spécialisations en ingénierie mécanique que Ok. je connais pas trop. Et donc voilà, c'est une école assez professionnalisante, tu vois. D'accord. L'idée, c'est d'essayer de faire prendre conscience aux étudiants des impératifs du monde professionnel assez tôt. D'accord. Donc, on te demande de faire des stages assez tôt. Tu as des intervenants qui viennent te parler de leur parcours et de ce qu'ils font assez tôt, comme un peu ce qu'on est en train de faire maintenant. Et du coup, tu as un cursus d'ingé et qui est quand même assez axé code. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne formation parce qu'elle est professionnalisante. Tu apprends des compétences d'ingé qui sont utiles. Tu vois, la programmation, c'est très utile. Et aujourd'hui, j'ai plein de potes de promo qui font des choses super intéressantes. Donc voilà. Donc je fais les cils, je suis content, ça se passe bien. Et je vois quand même que pour bosser en finance, c'est bien d'avoir fait une école de commerce. Donc je me dis, ok, donc il va falloir que je termine les cils et qu'ensuite je fasse 1 an, 2 ans d'études supplémentaires. Les cibles, c'était combien de temps? Les cils, c'est bac plus 5, quoi, tu vois. Ok. Et à l'époque, tu sais, je connaissais pas la différence entre PGE, master de finance, etc. Tu vois. Et en fait, pour moi, dans ma tête, genre, si je dois faire école de commerce après l'école d'ingé, c'est encore 2-3 ans, tu vois. Je me Ouais. dis, ça va être long. Et je vois aussi que Dauphine, en fait, genre, ouvre des portes pour aller en finance et que tu as plein de gens qui bossent plein de Dauphinois qui bossent dans les grandes institutions financières. Je me dis, intéressant. Et en fait, les cils va ouvrir un double diplôme avec Dauphine, en fait. Donc, en fait, en dernière année de l'ESIL, j'ai pu faire les 2 diplômes à la fois. Alors, Donc, ok, excuse-moi de te couper. très satisfait. Juste avant ça, quand tu finis PACES, Ouais. qu'est-ce qui t'oriente à ce moment-là vers ingénieur? En soi, j'aimais bien les sciences. Je me voyais faire des sciences, tu vois. D'accord. Je me voyais... Comment t'en es arrivé à découvrir les Sylves, à te dire, ok, je vais là? Alors, déjà, j'étais pas trop attiré par la prépa au lycée. Tu vois, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et du coup, après 1 an de PACES, ça va être compliqué d'aller en prépa. Parce que du coup, le bon dossier, c'est le dossier de personnes qui sont en terminale, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, tu as toujours les sciences en tête, mais tu sais toujours pas trop ce que tu veux faire. Ouais, et justement, du coup, je fais un truc un peu généraliste. Ouais, ok. Et du coup, école d'ingénieur généraliste, ça correspond un peu à mon cas, tu vois. D'accord. Et donc là, quand tu étais à l'ESIL, tu t'as dit que, ok, tu t'es dit, si je veux faire finance, il faudrait que je fasse ça, ça, ça. À quel moment ça devient finance? À quel moment le switch commence à se faire et tu te dis, ok, c'est peut-être finance en fait? Donc les cursus, par exemple, dans les écoles d'ingé post-bac, c'est les 2 premières années, c'est une prépa intégrée, tu vois. Ouais. Et ensuite, du coup, tu tends dans le programme grande école, tu vois, à partir de la 3e année. Donc, c'est, je pense, pendant la 3A, donc après, on va dire, tu vois, les 2 années de prépa intégrée, qu'on commence à avoir des petits cours de finance de marché. Et je me dis, c'est intéressant, tu vois, parce que c'est un peu ouvert sur le business, tu vois. J'avais cette espèce de vague intérêt pour le business. Ça parle d'économie, de banque centrale, ça parle de PIB, tu vois, intéressant, tu vois. Parce que moi, j'aimais bien, tu vois, aussi, genre, j'aimais bien l'éco. Je sais pas, vous avez fait Bac S aussi? ES. Ouais, tu vois, Boris, il a fait S. Du coup, Bac S, tu vois, t'as des petits cours d'éco en seconde. Ouais, en seconde, juste en seconde. Ah, c'est SES? Ouais, c'est des trucs comme ça, là. C'est en seconde. Tu vois, donc... Mais après, que dalle après. Ouais. C'est ça, tu vois. Aujourd'hui, ça n'existe plus, Bac S, ES. Mais en gros, Bac S, t'avais 0 cours d'éco ou de tu sais, genre de sciences politiques ou de choses comme ça. Ouais. Et du coup, je savais juste que les petits cours que j'avais en seconde, j'avais bien aimé, tu vois. Donc, je me suis dit, tu vois, il y a le côté un peu business, il y a le côté aussi sciences économiques, sciences politiques, go, tu vois. Et du coup, c'est là que j'ai commencé un peu à faire ma recherche. J'ai un peu regardé des chaînes YouTube qui parlent de finance. Il y en a quelques-unes qui sont super, je suis content de les conseiller. Et c'est là que je me suis dit, ok, alors pour faire finance, en fait, il faut faire ça, ça, ça. Okay. C'est assez cadré, c'est assez standardisé. Et c'est là que je me suis dit, ok, il va falloir faire une école qui
une école qui a fourni beaucoup d'alumni du coup aux grandes institutions financières, quoi, tu vois. Ok. Cette recherche, tu l'as faite sur LinkedIn pour voir, tu disais Ouais. par exemple que tu avais vu qu'il y avait plein de Dauphinois qui étaient dans des grandes institutions, des grandes banques. Comment tu as fait un petit peu pour t'assurer de ça? Ouais, c'est tout bête, hein. Je pense quelque chose de super bien, c'est d'essayer juste de parler à des professionnels. Moi, je me rappelle que je demandais à quelqu'un qui connaissait quelqu'un, qui bossait en finance, si on pouvait être mis en contact. Puis je réussissais à avoir un appel, puis la personne me disait non mais attends, ça marche plutôt comme ci, ça marche plutôt comme ça, tu dois plutôt faire un stage comme ça. Vraiment sur le terrain, quoi. Ouais. Mais sinon, une super méthode à appliquer pour les étudiants d'aujourd'hui, c'est juste de regarder les personnes qui font le job qui les intéresse, regarder leur profil et surtout essayer de parler, quoi, envoyer un DM LinkedIn et ça marche bien, quoi. Ouais. Surtout lorsque t'as rien à vendre, quoi. Lorsque tu envoies un message et tu dis bonjour, je suis intéressé par ce que tu fais, est-ce qu'on peut parler, généralement les personnes sont sympas. Ouais. Et à Les Sylves, t'as fait des stages? Ouais. Du coup, j'ai fait mon stage de M1 à BNP Paribas Asset Management, du coup. Ok. Que j'ai eu, tu vois, en contactant plein de gens. Et du coup, super premier stage. Alors, c'était en quoi? En fixed income, donc en département obligataire. Alors, on peut parler du buy side versus le sell side, l'asset management. J'ai pas envie j'ai pas envie d'assommer avec des termes financiers. Est-ce que tu peux sorte de vulgariser rapidement ce que c'est En gros, tu vois, BNP, c'est une immense banque. Ouais. Y a plein de branches différentes. Lorsque les gens pensent au trading, ils pensent à la partie banque d'investissement. Ouais. Donc, tu vois, qui est la partie, en gros, qui est dédiée à la fourniture de services pour des grandes entreprises, généralement. Okay. Et BNP Paribas Asset Management, ça fait de l'asset management, comme le nom le dit. Et les boîtes qui font de l'asset management, c'est des boîtes juste qui prennent de l'argent à des entreprises, à des particuliers, et qui l'investissent on their behalf, quoi, tu vois, genre, donc, les asset managers, c'est juste des entreprises qui investissent de l'argent pour des particuliers ou pour des entreprises. Okay. Ouais, je te donne mon argent et l'objectif, c'est que tu m'en ramènes plus, quoi. Et la différence entre un asset manager et un hedge fund, c'est qu'un hedge fund va avoir du coup va avoir peu de contraintes par rapport au risque qu'il peut prendre sur les marchés financiers. Okay. Alors qu'un asset manager, c'est quand même plus standardisé, on va dire. Donc, du coup, je commence à bosser à BNP Asset Management et du coup, dans le département fixed income, du coup, en trading, tu vois. Donc, t'as des gestionnaires... Oula, pardon. Ouais. J'aime bien parler avec moi. T'as des gestionnaires de portefeuille, tu vois, qui du coup, dont le job, c'est d'investir de l'argent sur les marchés financiers pour des particuliers, pour des entreprises. Eux, ils passent des ordres sur les marchés financiers. Okay. Et ces ordres, du coup, ils sont exécutés par ce qu'on appelle des traders buy-side, qui sont des traders dont le job, c'est d'exécuter la vue du gestionnaire de portefeuille, tu vois. D'accord. Et du coup, je fais un stage là-dedans. Et franchement, j'ai adoré. T'as kiffé ? Ouais. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je me vois faire ça longtemps. Ok. Quand tu dis exécuter la vue, c'est, tu fais quoi ? C'est juste, on te dit, tu dois acheter 10 000 € d'or et t'achètes 10 000 € d'or, c'est quoi ? On va rester avec l'exemple de l'action de l'entreprise A. Ouais. Tu vois, donc imagine que du coup toi t'es gestionnaire de portefeuille, tu te dis je pense qu'il faut acheter des actions de l'entreprise A parce que ça va monter pour x, y, z raison, sans mauvais jeu de mots, et du coup tu viens me voir, moi je suis trader d'exécution, et tu me dis j'ai envie d'acheter je sais pas, genre 10 000 unités de l'action A, tu vois. Moi maintenant mon job ça va être de demander à tout le monde à quel prix tu me fais l'action A, tu vois. Okay. Et du coup, d'acheter le moins cher possible. Un côté courtier un peu, comme on peut retrouver... Ouais, c'est plus un côté exécution, tu vois. Et du coup, les personnes qui font ça sont traders, tu vois. Elles sont traders, mais elles prennent pas de vue sur les marchés, tu vois. C'est pour ça que, du coup... C'est pas toi qui prends le risque et la décision. Toi, tu cherches juste le prix le moins cher. Ouais. Après, tu vois, tu peux avoir des trucs un peu compliqués où tu dois acheter 10 000 actions et t'as un mec qui te fait un super bon prix aujourd'hui, mais pour 2 000 actions. T'en as un autre qui dit je te fais un super prix pour les 8 000 restantes, mais c'est dans 2 jours. Okay. Et du coup, tu dois genre gérer plein de facteurs, tu vois. Et là, c'est toi qui gères tout ou tu dois demander au gestionnaire quel choix je fais ? Alors, moi, j'étais stagiaire. Ouais, bien sûr, c'est pour ça. Je me pose la question. Je me dis à quel point, en tant que stagiaire trader, tu peux... En tant que stagiaire trader, de manière générale, quand t'es stagiaire, t'as pas...
quand tu es stagiaire dans une grosse boîte qui est très standardisée, généralement, on s'assure de faire en sorte que les responsabilités qu'on donne, c'est des responsabilités qui mènent pas trop de risques. Quoi, tu vois. bien sûr. Mais les personnes qui faisaient ça depuis des années avaient pas mal de flexibilité. Tu vois. Et on leur demandait, achète 10 000 actions A. Bah, elle disait, écoute, vu les configurations du marché, je peux t'en acheter 2 000 aujourd'hui, 3 000 le jour suivant, et puis 5 000 le jour encore d'après, parce que X, Y, Z raison. Tu vois. Donc, elle avait pas mal de flexibilité. Ouais. Et je me suis dit, c'est trop bien. Genre, les gens étaient super sympas. Il y avait une super équipe de stagiaires. Et on s'amusait bien. Et les bureaux étaient dans le 9e aussi, rue Bergère, juste à côté. Et maintenant, ils ont bougé, je crois, genre pas loin de la Défense. Et ouais, tu vois, les étoiles étaient alignées pour que ce soit un super stage. Et à partir de là, je me suis dit, bon bah, go quoi. Et donc après, t'arrives à Dauphine. Ouais. Ok, Dauphine, comment ça se passe Dauphine, j'ai bien aimé parce que... L'ambiance, tout ça. Bah, tu vois, moi, j'avais étudié... Enfin, j'ai fait des études d'ingé, tu vois. Et en vrai, les études d'ingé, bah, c'est quand même dans une classe, on va dire, t'as genre généralement beaucoup plus de garçons que de filles, tu vois. Et en fait, t'arrives à Dauphine où c'est plus une ambiance école de commerce, où t'as des gens, enfin, tu vois, t'as plus de parité filles-garçons. Les gens font plus de choses différentes, tu vois, genre t'as des gens qui étudient l'économie, des gens qui étudient le droit, des gens qui étudient les maths, et du coup t'as plus de diversité par rapport au profil que t'as. Et ouais. Est-ce que tu dirais que tu t'es plus amusé à Dauphine qu'en école d'ingé ? Ça dépend, c'est un différent type de... Tu vois, genre, je pense... C'est plus facile de faire la fête en école de commerce ou à Dauphine, tu vois. Ouais. Mais si ce que t'adores, c'est jouer aux jeux vidéo avec tes potes, ouais. tu vois. je vois totalement les clichés qui ne sont peut-être pas des clichés, du coup. Les gens en école de commerce font des soirées et boivent, et les gens en école d'AG sont des geeks. C'est ce que tu es en train de dire. Pour le coup, je connais des gens d'AG, ils boivent aussi beaucoup. Mais je vois ce que tu veux dire. Et toi, t'étais plus comment ? C'était plus soirée Pas tant que ça, tu vois. J'étais assez tranquille, tu vois. J'aimais bien... Tu sais, j'aimais bien prendre des bières avec des potes ou je sais pas, genre faire des trucs cool, tu vois, ou aller dans des restos, tu vois, mais jamais été un gros clubbeur. Il y a des assos comme en école de commerce, système d'assos, de liste. Dauphine, vraiment, le fonctionnement, je trouve, de ce que j'ai vu, lorsque je compare avec mes potes qui ont fait, du coup, plus votre parcours, donc prépa, école de commerce, c'est la même chose qu'une... Enfin, ça fonctionne comme une école de commerce, quoi. Tu vois, genre, t'as des assos, t'as un BDE, c'est important d'être élu au BDE. Même les Sylves en soi, tu vois, genre les Sylves en soi, il y avait plein d'associations et t'avais un BDE aussi, c'était cool d'être élu au BDE. C'est le même fonctionnement, tu vois, c'est juste que en école de commerce, je pense... c'est exacerbé. Ouais, c'est exacerbé, tu vois. Et justement, on parle souvent des admissions sur titre, AST. Est-ce que tu avais déjà connaissance de ça et est-ce qu'à un moment donné, tu as hésité entre aller à Dauphine et tenter une école de commerce par rapport à ce que tu voulais faire ? Je sais pas, moi j'avais aussi un truc je me disais c'est bien de pas trop faire des études trop longues. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'en France on fait des études longues. Et je le vois d'autant plus depuis que j'habite à Londres. Tu vois, t'as des gens qui ont 20-21 ans et qui ont leur premier boulot, quoi. Tu vois, parce qu'ils font juste une licence, enfin, ce qu'on appelle un bachelor. Et du coup, même s'ils ont moins d'informations théoriques, même s'ils ont moins de profondeur par rapport au sujet qu'ils ont étudié, parce que lorsque tu étudies 3 ans versus 6, tu vois moins de choses, même s'ils ont, on va dire, moins peut-être de recul académique, à 25 ans, ça fait 4 ans qu'ils bossent et ils connaissent plein de trucs, tu vois. Et donc, en fait... moi, je me disais, les admissions sur titre, c'est bien, mais c'est pour faire un PGE, généralement. Et en fait, tu repars sur 3 ans après une école d'ingé, tu vois. Et Dauphine, en fait, je faisais ça en même temps que Dauphine. Dauphine faisait ça en même temps que les Sylves, tu vois. Donc, je m'étais dit, cool. Et aussi, tu vois, je trouve que Dauphine, c'est un côté sympa. C'est que tu peux venir du monde universitaire et juste continuer à Dauphine Par exemple, si tu fais une licence d'éco et que tu es bien classé, tu peux juste aller en master de finance à Dauphine. Et tu vois, c'est un peu dans la continuité de ton parcours universitaire. Et j'ai plein de potes, tu vois, qui étaient super élèves, mais qui n'avaient juste pas connaissance du système de prépa parce que, je sais pas, parce que peut-être qu'ils n'avaient pas grandi en France, tu vois, et qui avaient fait la fac. Et Dauphine, tu vois, c'est un bon moyen de rester dans le système universitaire tout en acquérant, on va dire, un
un tampon, tu vois, ou tu vois, un nom qui ouvre quand même beaucoup de portes, tu vois. Donc, Ok. donc voilà, je trouve que c'est un très bon point pour la D'accord. fac. Et de ton point de vue, ou de ton expérience, je sais pas, du coup, Dauphine place mieux en finance de marché que les écoles de commerce, du coup? Alors, d'un point de vue brand name, je pense Mhm. que, tu vois, HEC, Ouais, ESSEC ça et dépend de quelle ESCP. école, quoi. Ouais, tu vois. Ouais. Je pense HEC, ESSEC, ESCP, EDEC, EDEC. c'est vraiment top pour le brand name. D'un point de vue, je pense, qualité des cours, je pense que Dauphine est très très bien parce que c'est... En fait, tu as des cours de finance depuis le début, quoi. Tu Ouais. vois. En L1, L2, L3, tu as déjà des cours d'introduction. Alors que, dites-moi si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que quand tu fais prépa école de commerce, et ensuite école de commerce, tes premiers cours de finance, tu les as vraiment en M1, M2, quoi. Ouais, parce que la première année, c'est un socle commun, donc tu as Mm. des cours d'un peu de tout pour découvrir et qui sont vraiment qui restent en surface. Nul. Et tu peux. Ouais, je sais pas le dire. Ah, vas-y. Et après, c'est qu'à partir de la deuxième année que tu peux commencer à approfondir, mais c'est pareil. Enfin, en tout cas, moi, je parle du cas de l'EM, c'est un parcours à la carte. Mm. Et tu as des niveaux d'avancement de cours. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas avoir finance de marché niveau 1. Mm. Et pour faire finance de marché niveau 2, tu dois avoir fait finance de marché niveau 1. Donc, ça prend un peu de temps, effectivement, avant de rentrer dans des cours un peu plus techniques et élevés en termes de niveau. Ouais. Donc, non, mais après, je dis ça, tu vois, genre, j'ai pas mal de potes qui ont fait école de commerce et qui ont des super jobs, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais l'avantage de Dauphine, c'est que Mm. tu as des cours de finance en L2, L3, quoi, tu vois. Ouais. On te parle déjà d'options et du coup, bah, tu prends un peu de l'avance. Donc, tu prends un peu d'avance. Je pense que d'un point de vue prestige pour la finance, c'est peut-être au niveau d'une top 5 école de commerce, tu vois. Et à Londres, il y a une différence ou c'est pareil qu'à Paris? En vrai, à Londres, ils connaissent pas trop les écoles françaises. Hein. Ok. Ouais. Nous, on parle beaucoup des écoles françaises. Ouais, je sais. Ouais. Ils disent, t'as un master d'une école européenne, quoi. Tu vois. Ouais, ok. Et Ah oui. c'est quoi qui fait la différence pour intégrer à Londres? Bah, Tu dirais beaucoup les soft skills, du coup. Ok. Parce que si t'es à Paris et que t'as fait n'importe quoi, une parisienne, tu vois, on dit direct, ah bah lui il a fait l'ESSEC, tu vois. En Angleterre, personne sait ce que c'est l'ESSEC, du coup, bah, ce qui est plus important, c'est comment tu t'es présenté en interview, ce que tu sais faire pour de vrai, ton expérience pour de vrai. Donc voilà. Même pour avoir que le CV passe. Pour être screené. Ouais. Non, pour le CV, c'est quand même important, tu vois, d'avoir un certain nombre d'écoles qui sont validées par les algos, tu vois. Ok. Et généralement, je pense que ça va être top 6 écoles de commerce, Ouais. les top écoles d'ingé aussi. Même et, à Londres. Ok. Ouais, et Dauphine aussi, tu vois. Il y a plein d'étudiants tous les ans qui viennent, tu vois, des bonnes écoles. Quand je dis des bonnes écoles, tu vois, il y a plein En termes d'écoles de qui sont classement. super. Voilà. Ouais, on parle Juste de On classement. parle de classement. classement. Ouais. Tous les ans, il y a plein d'étudiants qui viennent, tu vois, d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs ou de fac françaises qui ont des stages, tu vois. On pourra parler des stages, tu vois, c'est un petit monde en soi. On parle de spring, de summer. Ouais. Mais tous les ans, il y a des étudiants qui entrent du coup dans des boîtes à Londres faire des stages. Donc voilà, les écoles françaises sont connues, reconnues et elles ouvrent les portes. Mais si ça fait 5-10 ans que tu bosses à Londres, tout le monde s'en fiche que tu aies fait de l'ESSEC. Quoi, tu vois, genre. Ouais. Déjà, de un, j'ai l'impression que plus tu avances dans ta carrière, plus les gens s'en fichent de l'école que tu as faite. Mais c'est encore plus exacerbé à Londres où les gens savent même pas ce que c'est que le top 5 des écoles de commerce françaises. Quoi, tu vois. Ouais. Est-ce que tu en as vu en stage qui était hors justement des tops aussi Bonne question. En front office, Ouais. je connais tu vois, des personnes qui sont expérimentées, qui ont 30, 35, 40 ans, qui n'ont pas du tout fait les top écoles, mais qui sont juste, tu vois, entrés par exemple en un certain poste, et puis à travers les années, tu vois, ont montré un fort intérêt pour genre le trading par exemple, et puis finalement ont réussi à atteindre le poste de trader. Mais généralement, pour les stages, en France en tout cas, malheureusement, tu as quand même une grosse concentration des personnes qui viennent de la même école. Donc en stage, j'ai vu beaucoup d'EDEC, j'ai vu beaucoup d'ESSEC, tu vois, j'ai vu beaucoup de SCP. Et j'ai peu vu, tu vois, une personne qui vient de l'université vraiment d'une petite ville de province, ça n'existe pas, non. Ok, parce que je me disais, hors de ce scope-là,
Si, admettons, j'ai fait une école top 10, est-ce que c'est mort pour moi d'aller en finance de marché ou vas-y, je peux quand même me démarquer, essayer de tenter d'avoir des stages En vrai, genre, école top 10 d'école de commerce, c'est super faisable, tu vois. Genre, Ok. je parlais plus, tu vois, de la fac d'une petite ville de T'étais à province. Aix-en-Provence, Ouais. par exemple. Là, c'est T'as fait compliqué. l'université là-bas, c'est plus dur. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que tu vois, c'est quand même à partir du moment où tu fais un master spé dans une Ouais, formation après. reconnue, Ok. c'est bon, ça passe. Hmm. Et il y a plein de gens qui n'ont pas du tout fait le parcours tu vois, classique, prépa, grande école, machin. On fait, je sais pas, un parcours à la fac ou un parcours, tu vois un peu plus universitaire, Ok. puis qui vont juste faire un master spé dans une école reconnue, et puis c'est bon, ils passent le screening RH, tu vois. Donc, tu vois, les master spé sont assez intéressants hein, de ce point de vue-là. Hmm. D'accord. Si on continue un petit peu dans ton parcours, derrière, du coup, tu as fait 2 autres stages. Mm. Donc, le premier chez Jeffries. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais. Dauphine donnait l'opportunité de faire 2 stages, du coup, à la fin des cours de M2. Jeffries, du coup, c'est une banque américaine Ouais. qui a des bureaux à Paris et qui a bien grossi, tu vois, sur les dernières années. Moi, je voulais faire de la vente. Tu vois. La vente, ça m'intéressait. Donc, j'avais juste postulé à plein de stages en vente. Ok. Et puis après, c'est de la chance. Comment tu as fait ce switch d'ailleurs? Parce que du coup, tu as Ouais. fait ton premier stage à BNP, côté trading. Ouais. Tu as surkiffé, tu t'es dit je me projette. Et au Non, final, le suivant. Justement, genre, j'étais du côté du coup, trader exécution. Ouais. D'ailleurs, entre nous, et pour tous les gens qui écoutent, je pense que commencer du coup avec un job ou un stage de trader d'exécution chez un asset manager, c'est un super moyen de commencer. Parce Ok. que ton job, c'est de parler à plein de gens sur les marchés financiers toute la journée Mhm. pour savoir quel est le prix de telle ou telle chose. Et en fait, c'est un super moyen de se constituer un premier réseau. Ok. Donc, je fais ce premier stage, tu vois. Et en gros, je parle à des sales toute la journée. Moi, je suis du côté client, moi, je suis du côté asset manager, la personne qui veut acheter ou qui veut vendre les produits. Et du coup, je parle à des sales de banque toute la journée dans des chats d'un logiciel qui s'appelle Bloomberg. Ouais. Donc, vous avez peut-être entendu parler, Oui. Ouais. les fameux chats Bloom. Et en fait, toute la journée, je parle à des sales. Et du coup, moi, je suis un stagiaire avec qui ils parlent toute la journée pour échanger des prix, etc. Mhm. Donc, en fait, et puis des fois, ils vont nous rencontrer, tu vois. Mhm. Donc, en fait, je peux les rencontrer et ils me parlent du métier de sales. Et là, je me dis, c'est trop bien, tu vois, c'est un métier cool. Tu parles à des gens toute la journée. Ok. Et bon, bien sûr. C'est ce qui t'attire là-dedans? Ouais, c'est juste le fait C'est le contact? le contact, tu vois, créer Ouais. un réseau, développer un réseau, comprendre les contraintes d'une personne, comprendre ce qu'elle veut, comprendre, tu vois, ce qui l'a fait kiffer, entre parenthèses, tu vois. Il y a un côté négo du coup. Ouais, Ouais. côté sales, il y a un côté négo. C'est ce que tu as aimé aussi. Alors, le premier stage, tu vois, c'était sur des produits assez liquides. Ok. Et on peut en parler, mais donc tu as des produits en finance qui sont très liquides. Mhm. Donc, il y a tout le temps des gens qui sont en train de les vendre, les acheter. Mhm. Et tu as des produits qui sont très illiquides. Mhm. Donc, en fait, c'est très difficile de trouver quelqu'un sur le marché qui veut vendre ou quelqu'un qui achète le produit. Ouais. Le côté négo est beaucoup plus exacerbé pour les côtés illiquides. Ouais. Donc, Mhm. moi, j'étais en fait sur des produits qui se cotaient un peu toute la journée. Et en fait, pour lesquels tu avais des prix live. Ouais. Et donc, en fait, la négo était existante, mais elle est quand même beaucoup moins existante que si on parle d'un produit très niche. Il y a 3 personnes dans le monde qui les traitent. Donc voilà. Donc qu'est-ce que tu faisais un petit peu de tes journées en tant que sales chez Jeffries? Alors, j'étais sales dans le département de cash equity. Ok. En gros, dans une salle de marché, tu as les départements equity, Mhm. donc département d'action, Ouais. département obligataire, qu'on Mhm. appelle aussi fixed income, département FX, du coup, ce sont les départements de devises monétaires. Ok. Des banques ont des départements communs, mais pas toutes. Mhm. C'est quelque chose qui est... tu vois, genre, toutes les banques ont... c'est très, très fréquent qu'une banque ait un département FX, tu vois, genre Mhm. devise monétaire. C'est plus rare qu'une banque ait un département commun. Ok. Et on peut dire que certaines banques maintenant sont exposées sur la crypto. Donc, Ouais. on peut peut-être compter la crypto comme une autre classe d'actifs. Mhm. Et en gros, en equity, tu as ce qu'on appelle les dérivés sur action, tu vois, des produits un peu compliqués. Et tu as ce qu'on appelle le cash equity. C'est juste de la vente ou achat d'actions simples, tu vois. Ok. Et donc, j'arrive là-dedans. Et c'est un super job. En fait, dans une banque d'investissement, tu as aussi des départements de recherche. Donc, tu as des gens qui
toute la journée regarde, tu vois, l'économie d'un certain pays, qui regarde l'évolution d'une certaine action, l'évolution d'un certain type de dette, et qui donne des commentaires en continu, tu vois. Donc, moi, pour le coup, je bossais avec des... Donc c'est pour vous fournir de la Exactement. data pour les prises de décision derrière. Exactement, tu vois. Ok. Et fournir aussi du commentaire de marché. Et donc, en fait, le Cash Equity Sales, il a des Equity Research Analysts, tu vois, donc on va dire des personnes dans le département de recherche économique, plutôt côté action. Et ces personnes, toute la journée, genre, commentent des évolutions d'actions, tu vois, où vont commenter, tu vois, L'actu géopolitique. tu vois, l'actu ce genre de géopolitique, choses. mais Ouais. surtout comment elle impacte ce qu'eux, ils couvrent. Mhm. Et donc, toi, ton job en tant que Sales Equity Research, c'est de prendre toutes ces données, tous ces commentaires, et les compacter dans une information qui puisse être digeste pour tes clients. Ok. Et tes clients vont souvent être des asset managers. Tu Ok. vois. Souvent, tes clients vont être des gros fonds d'investissement qui veulent investir sur des actions. Et pour ça, elles ont besoin du coup d'informations. Et c'est le sales qui leur fournit l'information qu'elles souhaitent. Ok. Et donc voilà, c'était un job de journaliste de Ouais. journaliste en soi. Mais c'est quoi ton intérêt à lui fournir cette information-là, à toi? Alors, déjà, il paye pour l'information. Ok. Donc, s'il pense que tu as une bonne information, il va continuer à payer pour ton information. Ok. Et alors, moi, tu vois, je suis pas le plus grand expert de cash equity au monde, Ouais. mais très souvent, s'il trouve que ton information elle est pertinente, alors lorsqu'il va il dit ok, tu m'as fourni une super information, du coup j'ai envie d'acheter l'action. Et ben lorsqu'il va vouloir exécuter l'achat de ton action, il va appeler ton trader equity. Ok. Et donc Ouais. en fait, tu peux aussi générer du coup de T'as un l'argent. produit d'appel un peu pour ta banque. Tu vas aussi générer de l'argent du coup via l'exécution du trade equity qui va être fait avec ton trader, parce que ton client, le fonds d'investissement, il a bien aimé ta recherche action. Ok. Donc en fait, tu as un peu des synergies, tu vois. Ok. Putain, j'aurais jamais imaginé que ça aurait été ça le métier d'un sales. Enfin, en tout cas, ça puisse être ça. Sales cash equity, Ouais, c'est ça. en cash equity. Et c'est un métier assez particulier parce que c'est plus un métier de commentateur de marché. Ouais. En fait, tu commentes des évolutions de prix d'action toute la journée, tu vois. Ok, c'est sympa. T'es moins t'organises des dîners, tu vois, t'organises des conférences. Là, je suis allé dans... T'as fait des conférences, toi? Ouais, vraiment dans plein d'hôtels différents à Paris. Ok. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert... tu vois, j'ai découvert un certain monde j'ai découvert un certain monde, tu vois. Parce que, tu vois, il y avait des conférences dans des super hôtels. Ok. Et je me suis dit, Donc waouh, tu recommandes aussi comme stage? Ouais, cash equity, super. Mais par contre, on pourrait y venir plus tard. On parlait d'automatisation des jobs, on parlait du fait que tu puisses avoir moins de jobs en salle de marché. Le cash equity, pour le coup, c'est quelque chose où, moi, d'après ce que je comprends, si aujourd'hui tu as n'importe quoi, 5 sales cash equity qui bossent dans une banque à Paris, il y a 20 ans, il y en avait 15-20. Quoi. Ouais. C'est un des jobs, du coup, le cash equity, c'est un des sous-secteurs, on va dire, qui a été touché par l'automatisation. Parce qu'en fait, c'est facile d'avoir un algorithme qui achète ou qui vend une action simple. Tu vois. Beaucoup plus difficile d'avoir un algorithme qui achète de l'aluminium dans une certaine partie du monde pour l'emmener dans une autre partie du monde. Donc, c'est un super métier, super intéressant, j'ai adoré. Mais voilà. Est-ce que c'est un métier qui peut-être tend à s'être transformé? Ouais, disons ça comme ça. Ouais. Et du coup, derrière, tu as enchaîné chez Nomura cette fois. Donc là, Nomura, tu vois, j'avais été en stage en equity research à Jefferies. Et en fait, il y a un peu le même département à Nomura. Ouais. Et la différence, c'est que Nomura, c'est une banque japonaise. En fait, ils sont très très forts sur le commentaire d'actualité financière au Japon. Et donc, en fait, les cash equity sales de Nomura, c'est des sales qui ont un gros focus sur le Japon. Et donc, du coup, vu que j'ai un profil qui a du sens pour eux, ils proposent de faire un stage à Londres. Et en fait, du coup, c'est là que je bouge de Paris à Londres. Ok, première fois. Et première fois. Donc, c'est un vrai changement, tu vois, parce que à Paris, à la limite... on va dire, tout le monde vient de... Enfin, tu vois, genre, t'as quelqu'un qui vient de Paris, quelqu'un qui vient de Lyon, quelqu'un qui vient de Marseille, et vous avez tous fait à peu près les mêmes écoles, tu vois. Londres, ça n'a rien à voir, tu vois. T'as des Australiens, des Indiens, des Américains, tu vois, des gens vraiment de partout. Et donc, ça, c'est un premier choc, tu vois. Ça te fait plus kiffer, ça t'excite un peu, ou bien c'est plus déstabilisant qu'autre chose? C'est excitant, mais c'est juste une énorme ville, tu vois. Ouais, c'est énorme, tu vois. Petit. Tu te sens...
Bah, tu vois, j'en parlais avec un pote à moi qui me disait que lui, à Paris, tu vois, quand il est en stage, il a l'impression d'être... il se sentait plus important qu'il se sentait à Londres, tu vois. À Londres, il sentait juste un rouage dans une immense machine qui le dépassait, tu vois. Et t'as ressenti ça, toi? Plus, ouais. Le premier jour, tu vois, t'arrives dans une salle de marché qui est immense, qui fait la taille de plusieurs stades de foot. Et t'es juste un mec, tu vois, devant un écran, dans cette espèce d'immense salle, alors que la taille des salles de marché que j'ai vues à Paris était beaucoup plus petite, tu vois. Ouais. Donc juste, tu vois, genre, physiquement, si t'es un mec dans une salle où il y a 15 mecs, ou enfin 15 personnes de manière générale, bah, tu te sens moins petit que si t'es une personne sur un floor où il y a genre 2000 personnes, tu vois. J'allais dire, comment t'as trouvé ton stage chez Nomura? Comment t'en es arrivé? En gros, bouche à oreille, tu vois. Je commençais un peu à avoir... Enfin, tu vois, j'avais... Le réseau que tu t'es fait? Ouais, tu vois, j'avais un peu d'expérience, tu vois. Et à partir du moment où t'as un peu d'expérience, ça aide, tu vois. Okay. Je pense que le truc le plus dur pour les stages en finance, c'est le premier. Parce qu'il n'y a aucun élément différenciant entre... Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui sont bien formés, qui ont fait des bonnes études, mais il n'y a pas d'élément différenciant. Tu vois, à partir du moment où tu as fait un premier stage dans, je sais pas, genre, sur ce type de produit, alors c'est beaucoup plus facile d'avoir un stage sur ce deuxième type de produit. Tu es déjà spécialisé. Voilà, tu vois, t'es déjà... Tu vois, la personne se dit, bah, si je l'embauche lui, il aura déjà un peu de l'information, il saura déjà un peu comment ça marche, tu vois. Donc, ouais, juste un peu juste contacter plein de gens et puis et aussi bénéficier du fait d'avoir déjà fait un peu de stage, quoi, tu vois. C'est fou à quel point un stage genre peut littéralement changer la trajectoire de ta carrière. Moi, je pense que c'est le plus important. Genre, je pense que quand t'es à partir du moment où tu sais t'es en bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, t'es déjà plus ou moins fixé sur le diplôme que tu vas avoir. Le focus principal, ça devrait être avoir un stage, tu vois. Pour les gens qui veulent aller dans le monde de l'entreprise, tu vois. Pour les gens qui veulent avoir leur boîte, c'est autre chose. Mais pour les gens qui veulent aller dans le monde de l'entreprise, c'est le stage le plus important. Genre, personne regarde les notes que tu as eues en école de commerce. Mais le problème, c'est que ce soit en école de commerce, et peut-être pour Dauphine, tu me diras, c'est qu'une fois que tu rentres dedans, tu es un peu livré à toi-même, quoi. C'est-à-dire, souvent, on te vend le truc comme quoi on va venir te chercher, on te donnera et tout. Bon, dans les faits, c'est à toi de trouver, et des fois, avec l'urgence, t'as pas spécialement de plan. Donc, ouais. Toi, tu as contacté pas mal de personnes. Tu as eu aussi, c'est comme ça que tu as eu ton premier stage chez la BNP, tu as dit. Après, ça t'a permis d'avoir un réseau et d'avoir les autres. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Ouais. Jeffrey, j'avais. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à développer un bon réseau comme ça? Est-ce que tu dirais que tu es tchatcher? En vrai, je trouve que, tu vois, genre, c'est un numbers game, tu vois, genre. Je suis pas la personne la mieux connectée du monde de la finance, loin de là. Mais si tu envoies beaucoup de messages à beaucoup de personnes, bah, en fait, tu développes un peu une expérience empirique. Tu sais, tu dis, OK, genre, ce type de message, il a tendance à fonctionner parce que j'ai plus de réponses avec ce type de message. Du coup, bah, tes messages d'introduction que tu envoies sur LinkedIn, tu les adaptes. Et en fait, tu construis un peu une connaissance empirique comme ça, tu vois. Et ce qui est important, je pense, c'est ne pas avoir la peur de la rejection, tu vois. La barrière des étudiants là-dessus, généralement, c'est que il y a plusieurs questions qui se posent, tu vois. OK, qui je target, quel message je leur envoie, etc. Alors là, je vais pas te demander de répondre et tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas été un peu obligé de faire à la mano. On travaille sur un petit truc là sur Trade pour vous. Restez bien branchés parce qu'on a creusé la question. Excuse-moi, j'ai une question pour compléter ça. C'est que j'ai pas mal de gens dans mon entourage, et même moi, je m'étais posé la question à un moment, qui envoient juste un premier message, qui ont un premier contact avec la personne, qui peut-être vont prendre un déj ou s'appellent, et puis après, derrière, plus rien. Sauf que l'enjeu, c'est de se créer le réseau, première chose, mais après, c'est de le maintenir. Parce que si tu n'entretiens pas la relation avec la personne, le jour où tu vas lui demander une faveur ou vous allez devoir être dans une relation d'opportunité win-win, bah, la personne en face, elle va dire il est là juste pour me demander quelque chose parce qu'entre-temps, tu n'auras pas entretenu la relation. Même toi-même, tu ne te sentiras pas à lui demander. Ou même toi, tu ne te sentiras pas à lui demander. Est-ce que toi, tu as eu cette démarche de créer la relation, puis derrière de l'entretenir avec les personnes, et si oui, comment? Alors moi, tu vois, j'ai une anecdote, c'est que bon, là, j'ai un projet professionnel qui va aboutir, tu vois, un projet dans le cadre de mon boulot, qui va aboutir juste parce qu'il y a 7 mois, je suis allé prendre un café avec quelqu'un, genre. Ok. C'est tout.
Ok. Et après, Pas on plus a, loin. on a continué un peu d'échanger des messages sur WhatsApp, dire comment ça va, etc. Machin. Mais juste ça. Tu Ok. vois. Et en fait, quand tu commences un peu à avoir, je sais pas, à avoir quelques années d'expérience et que, je dis n'importe quoi, tu bosses dans une salle de marché et quelqu'un te contacte pour je sais pas, genre, créer une collaboration entre vos deux entreprises. Bah, en fait, le simple fait d'avoir juste pris un café avec lui et quand vous étiez tous les deux étudiants, ça aide énormément. Donc en fait, ça a une énorme valeur d'être juste allé prendre un café avec quelqu'un, je pense. Ok. Mais après, bien sûr, plus t'entretiens, mieux c'est, quoi. Tu vois. Ouais, bien sûr. Sachant que du coup, tu as une énorme expérience sales, donc énormément de contacts, etc. Est-ce que tu saurais dire comment tu arrives à créer des liens avec des personnes? Oula. Oui, question compliquée, je sais. Je sais pas si. Tu as déjà eu un petit peu de recul là-dessus ou pas forcément, hein. Dans le cadre, tu vois, d'une prise de contact pour vendre quelque chose, un produit. Ouais, ou bien même par exemple pendant un café, parce que tu vois, tu peux obtenir un café avec quelqu'un, mais il y a quand même dans le café que ça se passe bien, que tu crées une connexion avec la personne, peut-être même un délire, un lien, et que derrière ça se poursuive, et que derrière, tu vois. Je pense montrer qu'on est intéressé montrer qu'on est un peu animé par ce qu'on fait, quoi. Tu vois. Ok. Donc si tu. Je dis n'importe quoi, si ton rêve c'est d'être. Je sais pas, j'entends dans Equity Research par exemple, et que tu as énormément lu sur le sujet et que tu rencontres quelqu'un qui fait ça, bah tu vas être passionné, tu vois, et la passion elle va se transmettre, tu vois, je pense. Il y a ça, et aussi un peu partager sur soi-même, tu vois. En vrai, quand tu partages sur toi-même, sur tes expériences et tout, bah il y a un risque de trop partager, et tu vois, de donner peut-être trop... de donner trop d'informations. Ouais, mais tu vois, montrer un peu de la vulnérabilité, ça crée la relation aussi, tu vois. Ouais, c'est super important ça. Donc, et puis, dire voilà, moi je suis telle personne, j'ai envie de faire ça. J'ai déjà eu des succès qui m'ont rapproché de ce but, mais aussi des échecs, tu vois. Être honnête, sincère, tu vois. Ouais, d'un côté, un intérêt sincère et honnête envers la profession de la personne, envers sa vie en elle-même, et d'un autre côté, pouvoir aussi toi-même donner des petits éléments, du petit storytelling un peu de toi-même, de la vulnérabilité aussi, de ok, je suis pas encore là, mais j'ai envie d'aller là. Exactement. Juste comme ça, ok, d'accord. Je pense. Et généralement, c'est vrai que quand tu fais ça, la personne, elle a un peu envie de te mentorer, genre te prendre sous son aile, elle se voit peut-être en toi, ou elle se dit putain, moi je suis passé par là, j'aurais bien aimé savoir ça. C'est un peu ça, quoi. Je suis totalement d'accord. C'est ça. Je pense que tu as super bien résumé l'idée. Et s'intéresser aux autres aussi, beaucoup. Écouter. Parce qu'on n'est pas là juste pour parler de soi, quoi. Il y a beaucoup qui... Tu fais 1 heure de rendez-vous avec eux, tu as parlé 5 minutes de toi et ils ont raconté toute leur vie. Du coup, eux, ils ont passé un super moment, mais ils se rendent même pas compte qu'ils t'ont pas dit une seule fois « et toi ?» Donc ça laisse pas une bonne image. J'avais une question tout à l'heure. Oui, on parlait de salle de marché. Il y en a sûrement qui regardent et qui ont déjà fait des stages en salle de marché, qui ont des expériences, mais il y a des gens comme Boris et moi, on n'a jamais mis un pied dans une salle de marché. Il y en a sûrement... Non, je déconne. C'est-à-dire, attends, je suis pas au courant là. Il y en a sûrement d'autres. Moi, l'image de la salle de marché que j'ai, c'est celle des films. Mais en vrai, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Tu vois, j'imagine juste je sais pas, c'est un immense open space. Qu'est-ce que c'est? À Londres, généralement, c'est des immenses open space, mais qui font des fois la taille de plusieurs stades de foot. Et ouais, vraiment, ça peut être très grand. Et généralement, c'est juste des rangées de personnes. Et souvent, les personnes ont beaucoup d'écrans. Tu vois, 6 écrans, tu vois, ça peut être possible. Parce que si tu dois regarder beaucoup d'informations en même temps, c'est bien d'avoir plus d'écrans, mieux c'est. À Paris, moi, de ce que j'ai vu, c'est plus intimiste. Tu vois. Ouais, c'est la même chose, mais en beaucoup plus petit. Ouais, je suis d'accord. Et sinon, pour moi, c'est un open space un peu normal, quoi. Sauf que les gens qui crient partout au téléphone, c'est que dans les films. Il y a beaucoup de bruit ou... En fait, c'est assez calme. Moi, en parlant à des gens qui sont dans le métier depuis longtemps, ils me disent souvent qu'il y a 20 ans, 30 ans, c'était beaucoup plus... tu vois, avant la crise financière de 2008, il y avait beaucoup moins de filtres, tu vois. Les gens pouvaient fumer un cigare pendant qu'ils étaient au téléphone avec quelqu'un, alors que maintenant, pas du tout, tu vois. Maintenant, c'est vraiment une ambiance d'open space, tu vois. Avec des fois juste des gens qui doivent parler fort pour communiquer entre eux, tu vois. Pour dire, c'est vraiment particulier quand même ça, tu vois. Moi j'ai bossé en conseil, il y a des open space, c'est le silence complet. Quand tu as un truc à dire à quelqu'un d'autre, c'est tu vas à côté et puis tu chuchotes. Et vous mettez debout dans un open space et vous gueulez pour donner des infos. Tu peux dire, tu vois, si ton collègue il est à 10 mètres de toi
et que là, il y a un prix qui est intéressant par rapport à quelque chose qu'ils veulent faire, tu te mets debout et tu dis ah, regarde le prix, tu vois. C'est trop marrant. Mais c'est pas- trop marrant. mais en vrai, tu vois, c'est quand même assez. Ça reste une ambiance d'open space Ouais. où voilà, les gens font attention à ce qu'ils disent. Et voilà. Après, il y a du stress, donc quand il y a du Ouais. stress, bon, bah, il peut y avoir des petits gros mots qui sortent de temps en temps. Mais ouais, c'est une ambiance. Ok. Non, C'est assez propice à l'adrénaline quand même, j'ai l'impression, à l'excitation un peu, non? je pense dans les jobs où tu es près des marchés financiers Ouais. et tu dois exécuter sur les marchés financiers, ouais, tu vois, Ouais. t'as un côté adrénaline, tu dois acheter à quelqu'un pour vendre à cette autre personne, tu dois attendre que les prix atteignent des niveaux intéressants pour le faire. Ça, il y a de l'adrénaline, tu vois, mais il y a aussi des traders qui sont des personnes, tu vois, avec des PhD en maths et qui, en fait, genre font des algos de machine learning pour créer des stratégies qui génèrent de l'argent, peu importe les mouvements de marché. Et ça, en fait, c'est plus un job de recherche, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et tout le monde est mélangé, les traders, les sales dans les salles de marché? Ouais. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'à un moment, je m'étais un petit peu intéressé au métier, mais j'ai pas cherché très loin. Peut-être que j'aurais déjà trouvé la réponse à ce moment-là, tu vois. J'étais en école, je m'intéressais un peu à la finance. Déjà, c'était hyper compliqué de savoir c'était quoi les métiers de la finance. Il y avait corpo, marché, il y a plein de métiers partout. Et même là, on découvre que le métier de trader ou même le métier de sales trader va dépendre énormément des verticales sur lesquelles tu es. Et une cash equity, j'ai jamais entendu Ouais, parler de ça. c'est pareil. Et j'avais en tête à un moment, et limite ça m'a un peu freiné, et je suis pas allé voir plus loin que en fait faut être un craquito en maths et en codage pour faire trader aujourd'hui, pas avant mais aujourd'hui, et que si tu faisais pas ça, t'avais pas d'avenir là-dedans, quoi. Aujourd'hui, ouais. Ouais. Enfin, Plus, mais de ce que tu nous dis, il y a quand même pas mal de métiers trading qui sont accessibles sans être développeur non plus, non? Ouais, exactement. Moi, ce que je dis, c'est que s'il y a besoin d'être bon en maths et d'être bon en informatique pour passer les CV, c'est plus le cas aujourd'hui qu'il y a 20 ans, 30 ans. Il y a 20 ans, 30 ans, t'entrais, t'apprenais un peu le job sur le terrain. Et puis aujourd'hui, les gens qui aujourd'hui sont là depuis 20 ans, 30 ans, c'est-à-dire qu'elles sont fortes, tu vois. Et aussi, ils ont un réseau, une connaissance empirique du métier qui font que même si c'est pas des informaticiens et qui peuvent pas coder en Python, ils ont quand même ils apportent une vraie valeur ajoutée, tu vois. Bien sûr. Aujourd'hui, pour entrer dans la plupart des jobs de trading, c'est important de savoir coder. Pourquoi ? Parce que très souvent, les tâches qu'on donne aux juniors, c'est de coder. Très souvent, toutes les entreprises, une grosse problématique, c'est comment est-ce qu'on store la data. C'est dans des fichiers Excel, et si des fichiers Excel ils sont séparés, on aimerait tout regrouper. Et tout ça, et pour ça, souvent, Python, c'est utile. C'est le côté data science. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une manière facile d'apporter de la valeur à l'entreprise quand tu es junior, quoi. Et donc, très souvent, aujourd'hui, on demande aux personnes d'avoir un background en informatique et maths, mais surtout pour le trading. Pour la vente, c'est plus open. Et comme on a dit, il y a certains types de jobs de trading où en fait, une formation d'école de commerce, c'est top. De manière générale, c'est plus facile d'entrer trader en banque avec un background, avec le background qui n'est pas le plus quantitatif du monde, que de devenir trader en hedge fund. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de hedge funds qui aiment en gros faire des stratégies systématiques où en gros, tu fais des algorithmes pour voir comment tu peux générer... j'ai déjà expliqué le métier, mais voilà, les métiers de hedge fund aujourd'hui impliquent beaucoup de data et beaucoup d'algorithmes, et du coup, là, il y a une demande, il y a un impératif en maths qui est encore plus élevé, même s'il y a encore, tu vois, des hedge funds qui vont investir de manière traditionnelle, tu vois, avec des approches traditionnelles. Il y a une approche, par exemple, qui s'appelle l'approche value, qui a été développée par Warren Buffett, et qu'en gros, qui est une approche qui consiste à analyser des boîtes et investir dans des boîtes qui sont sous-valorisées par rapport au marché. En gros, elles ont beaucoup de cash et la somme... Si tu analyses l'entreprise d'une manière comptable, la somme des actifs moins la somme des passifs représente plus que le cours de l'action, quoi. Je simplifie énormément, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux aussi avoir des hedge funds où tu as une approche très comptable, tu vois. Mais de manière générale, les hedge funds sont quand même très quant. Finissons peut-être sur ton stage à Nomura avant de passer à la suite. Du coup, Nomura, donc pareil côté sales, mais quand même un stage un peu différent.
Différent parce qu'à Londres. À Londres, déjà. Et donc, ouais. déjà, c'est un vrai changement de culture, de Mhm. tout. Euh, Et dans le métier en lui-même. En vrai, un métier assez similaire. Ok. Sauf que Jeffrey, c'était plus cash equity Europe. Ouais, ouais. Et là, c'était Là, cash c'est- equity ok. Asie. Moi, je t'avoue que je suis jamais allé au Japon. Ouais. Je suis jamais allé en Chine, tu vois. Hmm. Et donc, tu vois, si on parle d'entreprises européennes, ces entreprises qui ont fait des produits Ouais, avec on les lesquels j'ai connaît bien. grandi, Ouais. tu vois, c'est moins le cas pour les entreprises asiatiques, tu vois, mais tu peux apprendre sur le Mm. job. Mais donc, ouais, le cœur du métier, c'est le même. Et- Je t'en prie. Je me disais, t'arrives à Londres, Mm. tu découvres les salles de marché Mm. qui sont immenses. T'as dit que t'avais l'impression d'être un peu un pion. Enfin, un pion, non, ça, j'ai Une anticipé petite sur ma pièce dans question. un engrenage. je Une crois que j'ai dit. petite, ouais, Pour ça, t'avais l'impression d'être une sous-merde. ouais. En gros que. T'as remis toute ta vie en question, mec, tu t'es dit. Mais alors justement, c'est là où je veux en venir, c'est au niveau du sens, parce que t'as beaucoup de gens qui peuvent se dire, est-ce que à ce moment-là, genre quand t'es un rouage où tu te sens comme ça, même si c'est peut-être pas le cas, est-ce que tu te poses la question, est-ce que ce que je fais ça a du sens, ou tu vois directement l'impact que t'as Je pense que même si tu travailles dans dans un immense groupe, par Mhm. exemple, historiquement, tu vois, les bureaux à Paris étaient beaucoup plus petits que les bureaux de Londres, tu vois. D'accord. Là, c'est en train de changer, comme vous l'avez dit, avec des banques américaines qui sont en train de multiplier la taille de leurs effectifs. Hmm. Mais généralement, historiquement, en banque, tu avais tous les sièges à Londres. Et par contre, à Paris, plus petit bureau. Hmm. Et aussi, si tu bosses à Paris, il y a aussi quand même l'idée que la loi du travail française, elle est Oui. plus cool que la loi du français. Enfin, elle est, elle Plus protège restrictive plus. pour les entreprises Ouais. et elle protège. Elle protège plus les ouais. employés que la loi du travail anglaise. Donc, Mm. généralement, très souvent, les gens étaient contents de bosser 5 ans à Londres, par exemple, aller dans les bureaux parisiens de la banque Mm. et du coup, de bénéficier de plus d'équilibre vie perso, vie privée et d'avoir aussi, du coup, tu bosses en France, tu vois. Donc, c'est plus cool sur plein d'aspects. Tu as des très bonnes écoles publiques, par exemple. La contrepartie, c'était que si tu voulais monter, enfin, comment dire, le haut du plafond, il est plus haut à Londres qu'à Paris, quoi. Ouais. Parce que c'est à Londres que toutes les décisions sont prises. Ouais, tu peux Donc, gagner plus. Ouais, voilà, tu vois. Mais c'était plus, enfin, historiquement, c'était plus un trade-off. T'allais à Paris, t'avais beaucoup d'avantages. Hmm. Et aussi, en tant que Français, par exemple, tu retournes dans ton pays. Mais on va dire que tu peux monter plus haut si tu restes à Londres. Donc, tu te posais pas vraiment la question, du coup, c'était assez normal Voilà. d'être un peu dépaysé, que ça soit plus big, que tu aies l'impression d'être un peu plus une pièce, on va dire, sur l'échiquier qu'avant, mais c'est ok, c'est normal. En fait, ce que je voulais dire, c'est que historiquement, vu que les bureaux de Paris sont plus petits que les bureaux de Londres, tu vois plus rapidement ton impact si tu es à Paris, tu vois. Ouais, Même sûr. si tu es dans une boîte immense, toi, ton bureau, il fait 15 personnes et la décision que tu prends, elle a beaucoup d'impact sur la direction. Enfin, elle a de l'impact sur la direction que prend ton bureau. Alors que tu es à Londres, tu es dans les headquarters, il y a 5000 personnes. Ouais. Et là, du coup, tu peux plus te sentir comme une pièce dans un grand rouage. C'est dilué. Ouais. Donc, en fait, tu peux avoir deux personnes dans la même entreprise qui ont le même job. Il y en a un qui est à Paris dans les années 2000 et un qui est à Londres dans les années 2000. Celui qui est à Paris, il est 1 parmi 15. Et du coup, il voit plus son impact. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a dérangé, ça ? En vrai, c'est vrai que quand tu bosses dans une grosse banque à Londres, t'es juste une personne parmi des milliers de personnes, quoi. Tu vois. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle t'as beaucoup de Français qui veulent rentrer à un moment. Ok. Je pense. Et toi, t'as quand même kiffé l'expérience ? J'ai aimé l'expérience. C'est une super expérience et je la conseille. Tu vois, c'est très formateur de bosser dans un grand groupe. Qu'est-ce que t'as kiffé là-dedans qui fait un peu la balance avec cette idée-là ? Je pense que le niveau de compétition à Londres est haut. Et ça, c'est assez cool, tu vois. C'est que t'es pas juste t'es pas juste en compétition avec le mec qui était fort à l'école en France. T'es aussi en compétition contre quelqu'un. En compétition avec l'Australien, l'Indien. Ouais, ok. Et tu vois, donc t'as un niveau de compétition élevé, donc un niveau de compétence assez élevé. Et aussi, les gens ont une approche au travail très différente. D'accord. Donc, par exemple, un Français, généralement, il est très cartésien, tout est très organisé. Ses fichiers Excel, ils sont super carrés, tu vois. Moi, mes collègues anglais, tu vois, ils sont plus dans les soft skills, tu vois. Ok. Tu vois, par exemple. Donc, c'est des approches différentes. Donc, ce qui est intéressant, c'est un peu l'aspect découverte de culture, de manière de travailler, je pense. T'as senti un gap et que tu travaillais à faire pour rattraper un peu ce que t'avais culturellement qui manquait ? Très souvent, les Français trouvent qu'ils sont moins bons en entretien.
Ok. Je trouve qu'ils sont moins bons en... Tu vois, pendant les stages à Londres, tu as une partie fit qui est importante. Ce que les entreprises se disent, c'est que ce qui est autant important que le fait qu'un stagiaire sache bien faire ce qu'on lui demande pour qu'il puisse ensuite s'intégrer à l'équipe dans un temps plus long et évoluer dans l'entreprise. Ce qui est aussi important, c'est est-ce qu'on s'entend bien avec lui, tu vois. Ok. Et tu remarques que beaucoup de stagiaires français vont dire mais en fait, mes co-stagiaires anglais, ils ont plus de facilité à faire des coffee chats, tu vois, aller à la machine à café et parler avec tout le monde, alors que pour moi, c'est plus difficile. Tu vois, c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu beaucoup de gens dire. Tu as parlé de compétition. Est-ce que, du coup, au niveau de l'ambiance, ça se retranscrit aussi? C'est-à-dire, il peut y avoir des coups entraides, des coups bas, ou bien c'est plus une ambiance, on est tous des poteaux, on est quand même en compétition. C'est quoi un peu l'ambiance? En vrai, tu vois, la finance de marché, tu vois, c'est quand même un métier où tu es dans une institution financière. Et très souvent, chaque desk, tu vois, va être un peu une mini-entreprise. Tu vois, donc t'as oula. J'aime beaucoup parler avec ma main. T'inquiète. Mais t'as l'institution financière, ensuite qui est divisée en départements, dont on a parlé actions, fixed income, etc. Et ensuite, t'as plein de sous-départements, tu vois. Et chaque sous-département, c'est un desk, tu vois. Et généralement, chaque desk, c'est un peu une mini-entreprise, tu vois. Genre, quelqu'un qui bosse sur un desk à Londres, ce qui est important, une des choses qui est très importante pour lui, c'est combien mon desk a fait, quelle est la performance sur mon desk, tu vois. Et donc, c'est un peu un fonctionnement en îlots séparés, tu vois. D'accord. Donc, ouais, c'est... Les desks ont des noms? Ouais, par exemple, tu vas bosser en... Je fais une simplification énorme, mais par exemple, tu bosses en actions. Ouais. Ton focus, c'est les actions italiennes et européennes. Donc, tu vas être membre du desk Italian and Spanish equity, tu vois. Ok. Non, je me suis dit peut-être qu'il y avait des noms un peu chelous, tu vois, genre ils se donnaient des noms. T'as des noms chelous. Ok, ouais. il y a des noms. Il y a des noms X, C, C, Y, tu vois, parce que en fait, lorsque tu pars sur des paires de devises, des fois, tu as un desk qui traite genre une paire de devises, tu vois. Ouais, mais c'est pas des surnoms, on sait à quoi ça correspond. C'est pas Desk Vador ou non, c'est ça que je voulais dire alors. Non, mais des fois, lorsque tu entres sur les paires de devises, il y a des trucs assez... loufoques, tu vois. Ouais, ok. Desk CCY VDP, tu vois, genre... Ok. Mais toi, ça te parle, mais pas nous. En vrai, ça me parle pas. Ok. Mais, tu vois. Et du coup, Nomura, t'étais payé combien cette fois-ci? Ça augmente encore, parce qu'en plus, t'es à Londres. Ouais, en gros, Nomura, t'es payé... quand t'es en stage, t'es payé comme un... Enfin, de manière générale, à Londres, lorsque t'es en stage, en banque, t'es payé comme un analyste qui est en première année. Ok, c'est fou ça, quand même. Donc, en fait, les stagiaires sont aussi bien payés que les analystes première année. Et donc, toi, c'était combien? Alors, donc, je te fais une énorme simplification, mais tu vois, les analystes en première année, il y a 2-3 ans, en banque, c'est de la donnée publique, ils étaient payés, on va dire, un base, donc tu vois, un salaire sans bonus de, on va dire, entre 60 et 65K, livres sterling, du coup. Et globalement, en tant que stagiaire, ta paye était alignée sur la paye des gens en première année. Tu pouvais être payé 65K en tant que stagiaire. Exact. Mais du coup, vu que tu faisais que 6 mois, t'avais la moitié, en gros. C'est ça. Ouais. Donc t'étais à 30K sur ton stage. En gros, ouais. C'est pas mal. En gros, tu vois, c'est de la donnée publique, mais voilà, il y a 2-3 ans, les gens qui commençaient en tant que grade en banque, tu vois, en tant que jeune diplômé en banque, ils commençaient avec un salaire fixe de 60-65K. Et en tant que stagiaire, généralement, tu avais leur salaire fixe, mais pas de bonus et pas les avantages, tu vois. D'un salarié. Voilà, et pas les avantages d'un salarié, tu vois. Ok, je capte. C'est-à-dire ça fait 5K le mois, quoi, à peu près. Après, c'est brut, tu vois. Tu as des impôts qui sont importants. Et la vie à Londres est chère, tu vois. Genre, très souvent, les gens sont en colocation et payent 1500 pounds par mois. Facile pour un truc à Londres. Et ça, c'est le cas aussi en France, dans les banques anglo-saxonnes, le fait que sur les stages fin d'études, tu es aligné avec les salaires analystes ou pas du tout? Enfin, si tu sais, parce que du coup... Moi, de ce que j'ai vu, par exemple, que dans les banques françaises, un stagiaire n'était pas payé pareil qu'un jeune diplômé qui est en CDI, tu vois. Mais ça, c'est banque française, du coup. Ouais.
et banque anglo-saxonne en France. J'ai entendu des sons de cloche différents. Ok. Je Tu saurais pas dire, ouais. saurais pas dire. Tu vois. Ouais, ça marche. Je pense que, tu vois, par exemple, les top banques américaines qui veulent attirer, tu vois, Les les top personnes profils. qui sont vraiment qui correspondent au top profil vont essayer d'être le plus vont très très bien payer les stagiaires, Ouais. tu vois. Ok. Je sais que voilà, les stagiaires de grosses banques américaines sont très très bien payés. Mhm. Et voilà, ça c'est ouf. Est-ce qu'ils sont aussi bien payés que des personnes qui sont analystes et qui sont en CDI dans la banque? Ça, je sais pas. Ok. On va avancer un peu. Du coup, t'enchaînes Ouais. 2 stages Ouais. en sales. 2 stages en Et sales. pourtant, rebondissement, tu finis Rebondissement. en CDI en tant que trader. C'est ça. Alors, Pourquoi en gros, pendant que je suis en stage à Nomura, j'ai un message de Rabobank, Ok. qui est une banque hollandaise, Mhm. qui me dit en gros, ton profil correspond bien parce qu'on cherche un trader sur le desk. Et moi, je me dis, bah, ok. Je m'y attendais pas. Tu vois, Mhm. je me voyais continuer cette évolution de personne en vente, tu vois. Mhm. Mais en gros, bah, pendant mon stage à Nomura, je vois que le phénomène d'automatisation, Mhm. il touche le cash equity, tu vois. Ouais. Et je connais rien au Como, mais vraiment rien du tout. Mais je me dis, en gros, tu auras toujours besoin de quelqu'un pour être sur les matières premières, quoi. Ouais. Tu vois. Le Ok. gaz, ça s'automatise pas. Je sais pas, le pétrole, ça s'automatise pas. Et du coup, à la fin du stage à Nomura, je vais voir Rabobank. Enfin, en gros, j'avais continué à passer des process avec eux pendant le stage. Et à la fin du stage, bah, je sais que j'ai l'offre. Mhm. Et je leur dis, bah, écoutez, moi, je suis chaud, quoi. En fait, à ce moment-là, t'as un peu peur de l'avenir de ce métier-là sur cette verticale-là en particulier, cash equity? Un peu, tu Ouais. vois. Je me dis, ça s'automatise bien quand même, tu vois. Ouais. Donc tu Euh, préfères aller dans un truc plus safe à long terme. C'est ça, tu vois, c'est vraiment simple, tu vois. À l'époque, j'ai 24-25 ans. Je sais pas, j'ai pas une analyse extrêmement détaillée sur l'évolution des différents produits que tu as en finance. Mais je me dis, moi, ce que je comprends, c'est que si il y a 25 ans, tu avais un desk avec 10 sales cash equity, bah, tu en as beaucoup moins aujourd'hui, quoi, tu vois. Ouais, ok. Alors que commodities, bah, j'ai l'impression que bah, tu as toujours autant de gens qui sont nécessaires pour faire tourner ça. Mhm. Donc, D'accord, let's go. c'est le Tu vois. raisonnement que tu te fais. Et Est-ce qu'à à ce moment-là, il y a un petit effet de FOMO aussi? De peur de... Là, tu as une offre comme ça, Ouais. tu te dis, je sais pas si je vais en retrouver une après. ouais. T'as- C'est- Excuse-moi, vas-y. En fait, moi, j'avais un peu cette idée quand j'étais en stage et tout, que lorsque tu termines un stage, il fallait avoir un autre stage lined up ou quelque ouais. chose d'autre lined up. Et en vrai, c'est pas forcément la meilleure approche parce que des fois, c'est mieux de reculer pour mieux, Ouais. pour mieux décoller, quoi. Tu vois. D'observer un peu vraiment toutes les options que tu as à disposition. Exactement. Et après pouvoir faire un choix qui est vraiment aligné plus qu'un choix d'urgence Un peu par défaut, parce Ouais. que c'est ce que t'as pas fait d'autres recherches à côté. Si, tu vois, quand même. pendant que j'étais en stage à Nomura, je postulais à des CDI cette fois-ci, tu vois, parce que je voulais commencer à bosser. Bien sûr. Mais, ouais, tu vois, en gros, le stage à Nomura, en gros, il a correspondu au moment où Rabobank m'a fait l'offre. Mhm. Et moi, je savais que je voulais plus être côté vente, Ouais. mais je me suis dit, écoute, quand même, c'est un job sympa, les gens veulent être traders, et puis, il faut essayer des trucs dans la vie, quoi, tu vois. Alors. Et ça reste la salle de marché, voilà. Mais moi, je me voyais plus du côté vente. On va laisser un Intéressant, suspense, ça. on va pas en parler maintenant. Enfin, tu vas pas nous le dévoiler maintenant, mais Mm. tu nous le diras un peu plus tard. Est-ce que le salaire qu'ils t'ont proposé a joué dans le fait que tu acceptes ou pas du tout? Le salaire, ouais. Ok. Ok. Suspense pour le savoir sera plus tard. Bah, ce sera dans pas longtemps en vrai. Ouais. J'ai une petite question, moi, Mm. qu'on n'a pas abordée. C'est quand tu as la préparation, donc tout ce qui est entretien, etc. On sait que, par exemple, en M&A, on l'a vu par les invités qu'on a reçus, c'est une grosse préparation. Il y en a qui payent même des formations pour se préparer, parce que voilà, et entretien très dur et tout. Est-ce que c'est pareil en finance de marché? Et si oui, comment toi tu t'es préparé? C'est pareil en finance de marché. Ok. Tu as une référence. Souvent, tu vois, dans chaque domaine, tu as une référence. Mm. En finance d'entreprise, c'est le Vernimen. Ouais. En finance de marché, c'est le Hull. Ok. Et donc, la préparation, tu vois, d'un point de vue intensité, pour moi, c'est à peu près la même. Tu vois. Mhm. Donc, tu t'entraînes beaucoup sur le fonctionnement de certains produits financiers. Mhm. Donc, d'options, on parle de call, de put.
tu t'entraînes beaucoup sur la quantification des risques qui sont liés à ces produits financiers. Donc on parle de grec, donc il y a des noms un peu ésotériques, mais on parle de Vega, de Gamma, de Rho. Et ouais, en soi, c'est des dérivés ou des dérivés secondes. Hein. C'est pas des trucs de fou en maths, mais voilà. Il faut bien connaître en gros les bases qui sont, on va dire, je pense, les options, les grecs, qui sont en gros une quantification du risque lié aux produits financiers. Et il y a pas mal de questions de logique aussi. Ok, Donc, par logique exemple, mathématique ou logique tout court? de logique tout court, c'est des questions. Imagine que tu as, je sais pas, 9 personnes dans une pièce et chacun serre la main. Et combien t'as eu de serrage de main, des trucs comme ça. Tu vois. Ok. Et le process d'entretien est comment? Alors, ça dépend, mais de manière générale, dans les, on va dire, très grosses banques d'investissement américaines, par exemple, tu as un process qui est très standardisé. Donc, tu vois, lorsque la banque va embaucher quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il faut qu'il passe par le summer internship pour ensuite avoir une offre de full-time. Dans les banques qui sont de taille, on va dire, plus normale, on va dire, tu peux juste avoir besoin de quelqu'un qui a, on va dire, entre 0 et 2 ans d'expérience sur un desk et tu as T'as une annonce qui est mise sur le site internet, puis tu vas. Okay. Généralement, les entretiens, j'ai entendu tout. Moi, à chaque fois que j'ai passé les entretiens, c'était généralement entre 3 et 4 entretiens. Mais j'ai entendu des gens qui, pour entrer dans le hedge fund, ont fait genre beaucoup plus que ça. Ouais, 5, 6, 7 tours. Plus encore? J'ai entendu plus, mais ce que j'ai entendu, tu vois. Ouais, c'est quoi le max que tu as entendu? Je crois 8-9, quelque chose comme ça. 8-9 tours. À 9 tours d'entretien, ça commence à être physique. Faut vraiment le vouloir, le job, hein, là. Sachant qu'à chaque fois, il y a du fit et du... Du fit, du technique. Du technique. Ouais. C'est quoi le technique, vous? C'est comme en M&A où il y a des business cases un petit peu, enfin des case studies, ou c'est vraiment des questions... Généralement, c'est plus immédiat, tu vois. Imagine que tu as ce produit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Voilà les paramètres que je te donne. Ça devrait être quoi le prix du produit? Et quand tu as, on va dire, des projets de long terme, on va dire, c'est un truc pour lequel on dit tu as 24 heures, 48 heures, c'est du code, finalement. Ok. D'ailleurs, il y a une chose qu'on n'a pas parlé très rapidement avant de plonger dans T2 CDI, c'est la différence entre le trading qui est très court terme. Enfin, on peut trader, par exemple, ouvrir toutes ses positions le matin et le soir, toutes ses positions sont fermées. Il y a du moyen terme, ça peut être la semaine, le mois, il y a du très long terme. C'est quoi un petit peu les différences entre ces types de métiers, on va dire? Et toi, du coup, tu étais positionné sur quel type de trading? En gros, le trader de banque, généralement, comme on a dit, son métier, c'est de fournir de la liquidité sur un produit. Et des fois, par le fait qu'ils doivent fournir de la liquidité sur un produit, c'est-à-dire vendre à celui qui veut acheter et acheter à celui qui veut vendre, il peut se retrouver avec un peu de stock sur ce produit. Mais ce stock, généralement, il varie à court terme. Tu vois. Donc, il a plus des positions court terme. Tu vois. Et c'est plus les personnes qui sont en asset management ou en hedge fund qui vont vraiment dire, OK, genre, j'achète ça et j'attends 1 an ou 2 ans, 3 ans parce que je pense que ça va monter d'ici là. Tu vois. Donc, généralement, le trader de banque, il a plus des expositions court terme et le trader ou l'investisseur de hedge fund, il a plus des positions long terme. Tu vois. Généralement. Après, il y a beaucoup. Dans l'hedge fund, tu as aussi ce qu'on appelle des algo-traders qui, en gros, font des algorithmes où, en gros, ils vont essayer de voir, OK, tu as ce produit, il se traite à genre 10 à Hong Kong et il se traite à 11 à Paris. Tu vois. C'est de l'instantané. Donc, je peux faire de l'instantané pour capitaliser sur cette différence de prix. Donc, ça, c'est de l'ultra court terme. Mais de manière générale, voilà comment ça marche. Et alors, qu'est-ce que tu faisais, toi, à Rabobank, justement? Du coup, comme tu vois, on a parlé du métier de trader de banque, fournir de la liquidité sur des produits. Tu vois. Donc, forcément, quand tu commences un job et que du coup, tu as 25 ans, ta formation, elle n'est pas très loin derrière, tu n'es pas la personne qui gère les plus gros trades, mais la réalité du métier de la banque, c'est toujours le même. Tu as une spécialisation, tu as un produit, tu achètes à ceux qui veulent vendre et vice-versa. Et voilà. Ton job, c'est de ne pas faire d'erreur, de bien exécuter, de ne pas te tromper sur le prix, d'être organisé, tu vois. Tu as des Excel ou des fichiers Python et la data est là où elle doit être. Tu automatises beaucoup. Tu dois beaucoup passer de temps à programmer sur Python pour automatiser des
tu as de la gestion de données. Hmm. Et puis c'est ça ton job finalement. Est-ce que c'est confidentiel ou est-ce que tu peux nous dire le plus gros trade que tu as fait? Ouais, confidentiel. Je peux pas Ok. donner la fin. Et même des fourchettes de montants pour qu'on puisse visualiser, ou même de manière générale, c'est quoi à peu près les montants de trade? Est-ce qu'on parle de dizaines de milliers, de millions d'euros? Ouais, généralement dans les grosses institutions financières, dans les institutions financières de taille importante, les trades font des grosses tailles. Tu vois. Ok. Et les gens qui commencent en finance de marché, font leur premier stage, très souvent tu as un peu un choc. Tu dis, waouh, là je viens de voir un deal qui représente tu vois, genre beaucoup d'argent. Tu vois. Et en fait, il y a souvent un petit temps d'adaptation pour s'habituer aux tailles des montants. Quoi. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas un moment dans ce genre de cas où tu te dis putain, je réalise tout ça, mais pour la banque, est-ce qu'il n'y a pas un monde où je pourrais faire ça pour moi ou... Alors, beaucoup de gens en parlent. Et en fait, tu vois, quand tu es dans une grosse institution, tu as accès à l'information. Ouais. Tu vois. Et tu as accès à un réseau. Finalement, ton job, c'est de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs. Et en fait, pour ça, tu bénéficies du réseau de l'entreprise. Tu vois. Ouais. Si toi, tu étais assis demain sur ta table de cuisine, tu n'aurais pas accès au même réseau de personnes qui veulent acheter, de personnes qui veulent vendre. Et puis aussi, pour les personnes qui veulent prendre des positions sur les marchés financiers, c'est beaucoup plus facile. Enfin, c'est très difficile de faire ça lorsque tu es tout seul devant ton ordi. Quoi, tu vois. Donc en fait, c'est un business qui n'est pas trop réplicable. Tu vois. Ok, parce que il me semble, moi, de ce que j'ai déjà entendu sur le trading pur en tant que business solo, c'est que c'est les gens qui performent vraiment là-dedans, ils sont vraiment très chauds et genre c'est après vraiment des années d'expérience et tout. C'est pas un truc, c'est pas un side hustle, c'est pas un truc que tu lances comme ça. Beaucoup des gens qui traitent de leur côté génèrent pas d'argent vraiment pour de vrai avec ça. Tu vois. Genre, si tu trades... de un, il faut avoir des gros montants pour générer des retours sur investissement qui soient significatifs. Il faut avoir du cash soi-même. Et ouais, vraiment connaître un marché, ça prend du temps. Okay. Et je sais, j'ai entendu parler, j'ai écouté des podcasts de traders, par exemple, qui étaient traders en banque pendant 20 ans et qui ensuite sont juste allés chez eux et ont commencé à trader de leur côté. Mais eux, ça fait 20 ans qu'ils font ça. Donc, ils ont accès à un réseau, ils ont une connaissance du produit. Il y a une expertise. Voilà. J'ai entendu parler de cas comme ça, mais c'est des gens qui ont fait ça pendant 20 ans, 30 ans. Ouais, j'ai un pote qui fait ça, il était trader, il était en asset management dans une banque à Miami. Et là, il s'est mis à son compte et au bout d'1 an, il a fait 40 000. Ah ouais? Ouais. Bravo, je sais pas si c'est quelque chose d'exceptionnel pour toi ou c'est faisable ou... Généralement, tu sais, en finance, si tu fais genre 10% de retour sur investissement sur ton capital, c'est vraiment super. Okay. Donc, je sais pas combien il avait de capital, tu vois. Mais voilà, s'il a fait 40 000 sur un capital initial de, on va dire, quelques centaines de milliers d'euros, chapeau, tu vois. S'il a fait 40 000 sur 15 000, sur 15 000 franchement c'est un craquito présent. Après tu sais tu peux le faire une fois, tu vois, genre ce qui est compliqué c'est de le faire plein de fois, tu vois. Mais en vrai si tu achètes de la crypto en 2013 tu vois, même sans être un génie mais juste en achetant de la crypto, voilà. Je pense que c'est très différent psychologiquement de trader ton argent que de trader l'argent d'entreprise. Parce que la prise de risque, ton rapport à la prise de risque, c'est pas le même. C'est soit tu perds ton argent, soit tu perds l'argent d'entreprise, etc. Bien sûr. Mais là, il faut qu'on avance quand même. Ouais. Mais je voulais voir au niveau des... Tu vois, c'est quoi les propres firmes? Ouais. Qu'est-ce que tu penses des propres firmes? D'ailleurs, si tu peux expliquer rapidement. En gros, la différence entre un hedge fund, un hedge fund et une proprietary trading firm, c'est que la prop trading trade son cash, genre son argent. Et elle n'a pas levé d'argent auprès d'investisseurs extérieurs. Alors que le hedge fund a levé de l'argent auprès d'investisseurs extérieurs. Et donc voilà, c'est ça en fait la différence fondamentale. Et les métiers restent les mêmes. Le métier, ça reste c'est juste, tu as un montant initial d'argent, il faut faire de l'argent avec cet argent d'investissement sur le marché financier. Mais le métier reste le même. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens, alors il y a aussi des arnaques là-dessus, mais qui sont sur ces verticales de propres firmes et comme business à part entière. Voilà. Mais bon, bref. Il y en a qui existent et qui sont super profitables, tu vois. Je connais plus de propres firmes aux US qu'en Europe. Pourquoi? Parce que c'est juste un plus gros marché.
il y a plus d'argent sur les marchés financiers. Mais ouais, ce qui va se passer, par exemple, c'est que si tu as une entreprise, si tu as un hedge fund, par exemple, qui a fait énormément d'argent pendant 10-15 ans, peut-être que le fondateur, il se dit, j'ai plus besoin de lever d'argent auprès d'investisseurs extérieurs, je peux juste investir avec mon propre argent, mon propre capital. Voilà. Ok. C'est quoi un petit peu une journée type pour toi quand tu es chez Rabobank? Qu'est-ce que tu fais? Ou une semaine type, je sais pas si tu as une journée type, si c'est... Généralement, tu arrives tôt le matin, genre à 7h30. Oui. Ouais, c'est tôt. Et tu regardes un peu ce qui s'est passé dans la nuit. Tu vois comment ça a pu affecter... en fait, comment ça va affecter l'évolution de ta journée, tu vois. Ouais. Si il y a eu un gros événement géopolitique à 2h du matin pendant que tu dormais, ça va peut-être avoir un impact sur les intérêts qu'il va y avoir sur les marchés financiers aujourd'hui. Okay. Donc, tu arrives le matin, tu prends, on va dire, la température, et puis ensuite, pendant la journée, je me répète énormément. Je me répète énormément, et tu mets en relation des acheteurs et des vendeurs. Okay. Et quand tu es junior, au début, tu codes beaucoup. Ok. Voilà. Et tu codes quoi? Tu codes en Python. Oui, mais tu codes quoi? C'est peut-être une question bête, mais... Comme outil, c'est quoi ce que tu développes? Souvent des outils d'organisation de data. D'accord. De transfert de data. Tu vois, par exemple, j'ai une exposition en dollars. Enfin, tu vois, j'ai acheté des produits en dollars. Ces produits, ils cotent en dollars, tu vois. Mais j'ai envie de ramener ça à de l'euro, tu vois. Quel cours j'utilise pour convertir des dollars en euros? Est-ce que et comment je fais pour aller récupérer ça directement via Python, tu vois? Donc est-ce que je fais en sorte que mon Python aille chercher ce cours auprès d'un fournisseur de données en temps réel, ou est-ce que je me permets juste de mettre à jour ce cours une fois par jour et je prends juste le cours euro-dollar qu'il y a eu à la fin de la journée? Tu vois, c'est ça, genre organiser de la data pour savoir exactement quelle est ton exposition. Ça, c'est un point important. Et aussi, il y a beaucoup d'automatisation. Vous avez sûrement entendu parler peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, mais de VBA. Tu vois, on dit beaucoup, en finance, on dit beaucoup premier stage, on aimerait que vous utilisiez VBA. Ouais. Et c'est pas un langage de programmation qui est super compliqué, mais c'est juste très bien pour automatiser des trucs. Tu vois. Okay. Tu mets des trucs sur ton Excel et tu appuies sur un bouton et ça envoie un email. Tu vois. Et c'est ça, je pense, les trucs qui sont faits par les traders juniors. Tu vois. Okay. Et quand tu es trader, après, ton job, c'est pas de rencontrer des gens, c'est pas de rencontrer des clients, etc., comme c'est le cas pour la vente, mais tu peux quand même être amené à, tu vois, aller faire des dîners, etc., pour rencontrer des personnes qui sont en lien avec ton activité. Donc, ça, quand tu es junior, t'en fais pas énormément, mais les personnes qui sont plus seniors sont amenées à faire ça plus souvent. Donc, voilà, c'est ça le quotidien et c'est ça la semaine. Quoi. Et c'est quoi les compétences qu'il faut pour être un bon trader? Je pense qu'il y a beaucoup de traders qui sont des anciens athlètes de haut niveau, ou qui sont des anciens militaires. Tu vois, la capacité à garder son sang-froid, à pas stresser lorsqu'il faut faire quelque chose rapidement et lorsqu'il y a cet impératif de ne pas faire d'erreur. Je pense que c'est ça, on va dire, le point commun. Ouais. Le point commun entre beaucoup de bons traders. Et puis voilà, après en fonction du produit. Maths. Les maths. les maths pour les niveaux. Ouais. Les maths pour les nouveaux. Ouais. Mais ouais. Et puis une bonne connaissance des produits, des marchés financiers. En vrai, ça prend du temps de comprendre les marchés financiers. En vrai, c'est beaucoup de macroéconomie, tu vois. Ouais. Et donc, et puis aussi un bon réseau. Parce qu'il faut quand même, il faut avoir un réseau de personnes qu'on connaît sur les marchés financiers pour trouver cette liquidité qui est un peu le nerf de la guerre. Donc voilà, on va dire quelqu'un qui gère bien le stress, quelqu'un qui est sociable, quelqu'un qui gère bien, on va dire, les maths, les choses un peu courantes. Et voilà. Et je me pose la question, du coup, tu finissais à quelle heure en tant que trader? 18h. 18h, ok. Justement, tu as parlé de stress. Ton équilibre vie pro-perso, à ce moment-là, est-ce que c'était quelque chose que tu recherchais? Est-ce qu'il était correct? Est-ce que tu étais très stressé de manière générale? En fait, tu termines à 18h, mais c'est vrai que tu peux terminer plus tard. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des journées quand même assez intenses. Et en fait, à 18h, tu vas pas...
Enfin, généralement, tu vas faire deux trucs, quoi. Tu vas aller à la salle de sport et puis tu vas appeler tes parents. Donc, tu n'as quand même pas une marge illimitée pour faire 50 000 trucs. Ouais. Surtout quand tu vas te lever le matin tôt aussi. Ouais. Donc, non, c'est des métiers, qui sont assez intenses, quoi, tu vois. Ouais. C'est des métiers qui sont bien payés aussi parce qu'ils sont intenses. Et toi, comment tu l'as vécu, ça, cette intensité? Je rentrais souvent à Paris, tu vois. Je rentrais souvent à Paris, je pense une fois un week-end sur deux, pour un peu retrouver, tu vois, ma base. Et donc voilà, je pense que t'avais tes week-ends du coup? Ouais, j'avais mes week-ends. Parce que les salles de marché sont pas... Les salles de marché sont fermées le week-end. Ouais. Donc en vrai, je pense le point fondamental pour bien gérer le stress, c'est vraiment optimiser son week-end, quoi, tu vois. Okay. Donc voyager, et t'as plein de gens à Londres qui, tu vois, prennent un billet d'avion le vendredi soir et rentrent dimanche soir, tu vois. Et c'est con, mais les congés, ça se passe comment en tant que trader? En Angleterre, généralement, t'as 25 jours de congés par an. C'est moins qu'en France. Ah oui. 25, 28. Ah oui, d'accord, ok. Et souvent, dans les banques, t'as un impératif de prendre au moins 2 semaines de vacances par an. Ok. Mais tu vois, genre, continu, tu vois. T'as un impératif de prendre 2 semaines de vacances continues par an. Et généralement, alors, tout dépend de tout, mais on te demande de rester déconnecté des marchés financiers pendant ces 2 semaines. Ok. Et donc là, on va passer à là où t'en es maintenant. Petite question salaire avant. Ah oui, vas-y. La fameuse. Je sais pas si tu peux dire, si tu peux donner une tranche ou alors ce qui est un peu public à ces postes-là, mais quel était le salaire que tu touchais en tant que trader chez Rabobank, du coup, à Londres? Ouais, ça, je veux pas le donner parce que là, on quitte le domaine des données publiques. Ok. Par exemple, les données de salaire de stage, c'est public. Les données de salaire de salaire première année que tu as, c'est public. Mais après, une fois qu'on... Et est-ce que tu connais, du coup, c'est peut-être ce que tu nous as dit tout à l'heure, le salaire d'un trader de façon globale à Londres en première année? Donc, junior. Ça a dû changer parce que moi, je l'étais il y a 2 ans, mais on va dire que de manière générale, si tu es en finance et que tu es en front office, que tu es dans une activité qui génère de l'argent pour une institution financière et que tu es dans une grosse banque, entre le salaire et le bonus, tu es à 6 chiffres. Ok. Brut. Hein. Ouais. Donc c'est quoi? C'est maximum, c'est du 150 000 ou tu peux même aller au-delà? En première année, moi, j'ai pas entendu parler de plus de 50 000 en première année. Ok, ça marche. Et là, on parle de banque, tu vois. Les hedge funds, c'est un autre monde. Ouais. Mais voilà. Ça va au-delà, les hedge funds. Parce qu'il peut y avoir des gros bonus. Ça peut aller au-delà. Ouais. En fait, les hedge funds, tu vois, c'est plus de risques potentiels, tu vois. C'est-à-dire que si tu as raison, tu as raison. Si tu as tort, tu as tort. Mais généralement, on va dire à Londres, en banque, sur les activités où tu génères du profit pour la banque, donc ce qu'on appelle le front office, les premières années sont... Si on prend tout confondu, le bonus d'entrée, le bonus de fin d'année, le salaire base, on parle à 6 chiffres. Ouais. Sachant que généralement, les fixes, ils sont autour de 80-90, ça veut dire que tu fais du 30-40% en bonus. À peu près ça. Les fixes à Paris, c'est 85 000 euros. Mais c'est en euros. En euros. Donc, vu que le livre sterling est plus fort, ça va être un peu plus faible, généralement, les fixes. Moi, j'ai entendu parler de bonus de première année dans les montants que tu as dit, tu vois, genre un pourcentage qui est pas genre 5%, tu vois. C'est du 30, ok. Et du coup, là, tu as fait combien de temps chez Rabobank? J'ai fait 1 an, 2 mois. 1 an, 2 mois. Et donc après, tu quittes Rabobank pour aller chez... du coup, CFP Energy, la boîte où je bosse maintenant. Et tu retournes en sales, mais maintenant en sales de matières premières, en sales commodity. C'est ça. Donc, en fait, du coup, j'ai fait trader. J'ai bien aimé, ça m'a appris plein de trucs. Mais en fait, moi, je voulais être vendeur, tu vois. Et en fait, je me suis dit, maintenant que j'ai une expérience en commo, j'aime bien ça et je pense que c'est là pour longtemps, la commo, tu vois. Autant utiliser un peu cette connaissance pour retourner en vente. Et on a parlé du fait qu'à Londres, lorsque tu bosses pour des grosses boîtes, tu es sur un floor où tu as énormément de personnes. Je me suis dit, pourquoi pas aller, tu vois, dans une boîte qui soit un peu plus petite, qui soit en construction, où je pourrais me sentir un peu plus comme partie prenante vraiment de l'entreprise. Retourner en vente, important. C'est bien quand tu es en vente, c'est bien d'avoir été en trading avant parce que tu comprends pas mal de process un peu techniques.
Et puis, je me suis dit, de toutes les comos qui existent, la partie énergie, c'est intéressant. La partie un peu liée aussi à l'énergie renouvelable, c'est intéressant. Donc, en gros, quand j'étais à Rabo, j'avais une offre de... Enfin, j'avais commencé à parler à la CFP. Et voilà, tu vois, le contact était bien passé. Je me suis dit, bah vas-y, go, quoi. Toujours à Londres. Toujours à Londres, ouais. T'as pas trop hésité, quoi. Dès que t'as vu l'offre et tout, tu savais que de toute façon, t'allais pas faire ta vie en trader. Ouais. En gros, j'avais essayé. Tu vois, je me suis dit, le trading, j'innove, j'essaye. Et franchement, je suis trop content d'avoir fait ça. Ouais. Mais, tu vois, après un an, je m'étais dit, en fait, moi, je pense que je retourne sur... je me vois être vendeur, quoi, tu vois. Ouais. Et voilà. Est-ce que rétrospectivement, tu te dis que si tu avais pu attendre un petit peu plus longtemps et avoir une offre de sales après ton stage, ça aurait été plus cohérent pour toi? Possible, tu vois. Possible. Comme on disait tout à l'heure, moi, en tout cas, mon impression, tu vois, quand j'étais stagiaire, c'est qu'il fallait toujours avoir un truc prêt après. En fait, c'est pas forcément le cas. Moi, je connais des gens... qui ont terminé leurs études, ont fait un stage et puis ensuite sont allés voyager pendant 6 mois et en fait ils reviennent à Paris et en fait il y a plein de trucs. D'ailleurs, les gens que je connais qui font des trucs super intéressants, souvent ont pris du temps de réflexion, tu vois. Ouais. Tu dirais qu'il y a une sorte de fausse urgence qui est là, putain, bon, j'ai terminé bientôt mes études, il faut absolument que j'ai un CDI et donc il faut que je me sécurise. C'est un peu ça. Je pense que c'est un phénomène en tout cas qui est partagé, que beaucoup de gens connaissent. Et moi, genre si, tu vois, s'il fallait réfléchir à tout, j'aurais été plus détendu. Et voilà, s'il fallait tout refaire, je me serais dit, c'est pas grave si à la fin d'un stage, j'ai pas quelque chose d'autre prêt, parce que tu sais, à partir du moment où tu continues, tu pousses, tu trouves des choses, quoi, tu vois. Ouais, et un point qu'on n'a pas abordé, dans le vrai ou faux, je t'avais posé la question par rapport au prestige, que dans une carrière, ça peut même être contre-productif. C'est quoi ton expérience là-dessus? Moi, je pense que le prestige, ça aide énormément à construire une carrière, parce que ça crée de la crédibilité, quoi. Ouais. À partir du moment où les gens savent que c'est difficile d'entrer dans une institution, soit une institution académique ou une institution professionnelle, et qui savent que tu y es entré, bah ça indique que la personne, elle est travailleuse, ou que la personne a su se démarquer, et donc a su avoir des qualités pour entrer dans l'institution en question. Après, il y a des gens qui, tu vois, qui, à force de vouloir rester dans le prestige, peut-être mettre ça comme facteur numéro 1, on va dire, ou mettre ça tout en haut des facteurs importants dans leur vie, tu vois. Et il y a aussi, on est en 2025, il y a tellement de manières de faire des choses intéressantes, tu vois. Vous avez créé, on va dire, votre média, et c'est super intéressant en soi. Et le prestige de trade, vous le créez vous-même, tu vois. Donc, on est en 2025, il y a tellement de choses à faire que je sais pas si le prestige, c'est genre le facteur number one, quoi. Faut faire attention, en gros, que ce soit pas au détriment de ton alignement. C'est ça. Et aussi que... Est-ce que ça, tu l'as vu, que des fois, prestige n'est pas forcément égal à profit derrière? Alors, que toutes les boîtes, ce qu'on perçoit comme du prestige n'est pas forcément égal à ok, tu auras une énorme rémunération. C'est un très bon point. Parce qu'en fait, si une boîte sait que les gens, enfin, que tout le monde veut venir bosser pour elle, tu vois, elle sait qu'elle peut se permettre de moins payer les gens, tu vois. Alors, je dis pas que c'est le cas en finance. En finance, t'es bien payé dans tous les cas. Ouais. Mais je sais que, par exemple, dans certains secteurs, tu vois, comme le luxe, les gens en stage des fois sont payés peu, tu vois, alors qu'ils bossent dans des boîtes énormes, dans des énormes groupes qui font énormément de chiffre d'affaires, tu vois. Même post-stage d'ailleurs. En CDI aussi, les salaires en luxe, c'est vraiment ce que tu dis. Les boîtes sont ultra prestigieuses. Pour certaines personnes, c'est mis à des niveaux de grosses banques ou de grosses cabinets. Par contre, les salaires, c'est pas vraiment pareil dans ces secteurs. Ouais. Pour finir rapidement là-dessus, aujourd'hui, tu dirais que de ce que tu nous as expliqué sur le côté sales, ce que tu fais aujourd'hui, c'est à peu près la même chose, mais plus vers les énergies? Le côté sales que je fais, c'est en gros accompagner des secteurs industriels qui ont une exposition aux matières premières, et en gros les accompagner dans
la gestion de cette exposition aux matières premières. Ok. Donc, tu vois, c'est un type de clientèle différente que si tu es cash equity sales. Cash equity sales, tu parles à des asset managers, tu parles à des gens qui gèrent de l'argent pour le compte d'autres personnes. Si tu es sales como, bah, tu vas souvent parler à des directeurs financiers de grosses entreprises industrielles, quoi, tu vois. Et les horaires, c'est pareil, 7h, 18h Ouais, à peu près, ouais. Et puis, como, tu vois, si tu traites par exemple un marché de como en Europe, bah, à 18h, il est fermé, quoi, tu vois. Ouais, ok. Alors que si tu es sur les actions, bah, en vrai, les actions, tu vois, ça bouge tout le temps, tu vois. Même si toi, tu es trader d'actions européennes, bah, pendant la nuit, il peut se passer quelque chose en Asie qui va impacter ton marché demain lorsque tu te réveilleras, quoi, tu vois. Alors que les comos, bah, si tu traites du gaz du gaz allemand, bah, le marché du gaz allemand, il ouvre à une certaine heure et il ferme à une autre heure, quoi, tu vois. Ok. Bon, bah, on va clôturer là. Pour finir, déjà, merci Ouais, c'est un plaisir. de nous avoir accordé cette interview. Tu recommanderais à qui pour finir les sales en matière première? Bah, déjà, merci beaucoup à vous. C'était une super Merci à expérience et j'espère qu'elle a été utile. Je pense que je recommanderais sales de matières premières à des personnes qui aiment le business, des personnes qui ont cette petite appétence quand même pour des milieux où ça peut être où tu peux avoir une certaine intensité quand même. Et puis, je pense que quelque chose qui est super avec les matières premières, c'est le fait de savoir que tu as quelque chose derrière, quoi, tu vois. Tu bouges quelque chose d'un point A à un point B. Et donc, les personnes, tu vois, qui aiment le business, Ouais, c'est concret. Voilà, et qui aiment le concret aussi. Une petite question, moi, pour finir. Ouais. C'est quoi qui a fait que tu es allé en finance de marché, pas en finance corpo? Super question. Je pense que lorsque tu aimes bien, tu vois, les choses un peu... T'aimes bien les maths, tu vois, et tu viens un peu du monde, on va dire, des écoles d'ingénieurs, et que t'aimes le business, je trouve que la salle de marché, c'est le meilleur monde pour lier les deux. Ok. Tu vois. Ok. Tout simplement ça. Super. Mec, synthétique. Ouais. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous poser vos questions. À Max, toi. Ouais, on mettra ton LinkedIn, si t'es Bien OK sûr. avec ça, en description. C'est bon. Et puis, merci, c'était vraiment un plaisir. Et puis, on se Plaisir. dit à la prochaine. Ciao!